Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session de l'école du progrès, la 7e formation ce soir. Alors après une formation hors série ce dimanche sur la guerre en Ukraine, qui avait été animée par William Ledet et Anne Joubert, très intéressante d'ailleurs, que je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube. Ce soir, c'est Laurence Decoq qui nous fait le plaisir d'intervenir sur les inégalités scolaires. Laurence Decoq, donc essayiste, historienne, docteur en sciences de l'éducation, et aussi autrice d'un certain nombre de livres, et j'ai sélectionné notamment celui L'école publique et émancipation sociale, qui me semble être dans le thème. Voilà, impeccable en même temps. Donc merci beaucoup Laurence d'avoir accepté notre invitation, et je te laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, séance de formation, je ne vais pas vous faire un exposé académique. Je me suis posé la question et je me suis dit, en fait, on m'a présenté comme une séance de formation de militants de gauche. Et donc, l'idée, c'est de savoir quoi dire lorsque on discute ensemble de l'école et notamment lorsqu'on est à gauche et qu'on a envie de tenir un discours de gauche sur l'école. Donc, mon principe ce que je vais tenter de faire, c'est de vous donner un certain nombre de billes, à la fois de manière savante, parce qu'il faut quand même que vous ayez quelques données, mais évidemment sans rentrer dans des détails ultra précis sur le mode universitaire. Voilà comment je vais procéder. Je commence par dire que je ne fais pas universitaire, donc je vais vous annoncer mon plan. Voilà, il n'y a pas plus d'universitaire. Je vais d'abord vous faire un portrait qui, vous allez voir, n'est pas très reluisant du fonctionnement aujourd'hui de l'école en France, avec quelques chiffres qui me semblent assez éloquents. Et notamment, vous le savez, puisque c'est aussi, je crois, l'intitulé de la conférence, à quel point l'école est responsable d'une production et d'une reproduction des inégalités scolaires. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Ensuite, j'essaierai de vous en donner quelques raisons, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à sortir de cette espèce de cycle infernal de production et de reproduction scolaire. Et puis, je terminerai en réfléchissant avec vous à éventuellement des pistes de sortie, donc voilà, des solutions pour essayer de changer un peu la donne et d'essayer de réparer cette école qui effectivement fait face à de très nombreuses difficultés. Alors le diagnostic est implacable, il est partagé par tout le monde et d'ailleurs il est partagé par tout le monde de droite à gauche. C'est sur ce point-là les différences entre les discours et les diagnostics sont ténues. Le diagnostic est implacable, l'école en France est l'une des plus inégalitaires au monde. Ce qui est assez dingue quand on y pense, puisqu'on est quand même la 6e puissance mondiale, et donc on pourrait se dire que, et puis on n'est pas non plus un très très grand pays, et puis on est très centralisé, et puis l'école est intrinsèquement liée à l'histoire de France, notamment à l'histoire de la République française, donc on pourrait se dire on a un tel fétichisme de l'école de la République aujourd'hui dans ce pays que quand même on comprend mal pourquoi on est aussi mauvais. Alors on n'est pas complètement mauvais. Par exemple, si on regarde les statistiques, on a aujourd'hui à peu près la moitié des jeunes qui sortent diplômés. Donc, à la fin de leur cursus universitaire, on est aujourd'hui entre 48 et 49% des jeunes qui ont un diplôme. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire quand même que c'est une forte proportion de jeunes qui poursuivent leur scolarité jusqu'au bout, soit en voie générale, soit en voie professionnelle, ça comporte les deux aspects, et qui sortent avec un diplôme, ce qui est supérieur aux autres pays de l'OCDE, puisque les autres pays de l'OCDE sont à 44%. En revanche, la France a une particularité, c'est qu'elle fait très bien réussir les très bons, c'est-à-dire qu'elle les emmène très loin, et là, de ce point de vue-là, on est placé quasiment en tête du monde. Donc, les élèves qui sont les mieux dotés, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, on va en reparler, mais quasiment formatés pour ce qu'on appelle la réussite scolaire, le système français a les moyens et sait les accompagner le plus loin possible. En revanche, la France, est aussi le pays européen qui est le moins à même de faire progresser les élèves les plus en difficulté. Donc, vous voyez, c'est un gap
qui est en fait énorme, hein, c'est-à-dire que c'est une école qui fait réussir les bons et qui fait échouer les moins bons. Voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Alors évidemment, les enfants qui sont le plus touchés par ce phénomène-là, ce sont les enfants qui sont issus des milieux populaires, j'y reviendrai, hein, avec un croisement, comme on retrouve dans d'autres formes d'inégalité, un croisement entre le milieu social, donc l'appartenance sociale, le milieu populaire, mais aussi le genre, hein, on verra aussi que les filles sont plus touchées, mais aussi la race, hein, au sens de la race, au sens sociologique du terme, hein, puisque les populations héritières de l'immigration ou racisées sont aussi particulièrement touchées par ces inégalités. Je vais continuer mon petit tableau un petit peu cataclysmique en vous donnant quelques chiffres, là encore, hein, qui me semblent assez parlants. Aujourd'hui, à l'université, alors qu'on pourrait se dire que l'université n'est pas démocratique, mais vous savez, il y a tout un discours sur, oui, enfin quand même, les gamins qui vont à la fac, c'est ceux qui n'ont pas réussi à faire une prépa, puis c'est ceux qui n'ont pas réussi à aller dans les grandes écoles, etc. Il y a toujours une vision, pour en reparler aussi, hein, mais très misérabiliste, hein, de l'université française. Aujourd'hui, à l'université française, les enfants de cadres supérieurs sont encore 3 fois plus nombreux que les enfants d'ouvriers. 3 fois plus nombreux. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans des logiques qui sont particulièrement fortes. Et les enfants d'ouvriers en licence ne sont que 13%, ils sont 9% en master, ils sont 7% en doctorat. Donc, on a vraiment une chute, hein, et plus on augmente dans le diplôme, et plus le pourcentage d'enfants, c'est plus des enfants, hein, enfants au sens d'enfants d'eux, issus des milieux ouvriers, baisse. C'est évidemment l'inverse dans les voies professionnelles. Si vous prenez par exemple les voies de CAP, qui est le premier diplôme de la voie professionnelle, en CAP, 1/3 des élèves sont des enfants d'ouvriers. Donc, vraiment une identité ouvrière très forte de ce premier diplôme de voie professionnelle. Ce qu'on peut dire également, c'est que le taux d'accès aux filières générales, donc après la 3e, hein, ceux qui vont au lycée général, il est 2 fois supérieur pour les enfants de cadre par rapport aux enfants d'ouvriers. C'est-à-dire que les autres, en fait, vont en voie professionnelle. Hein. Donc, on a le double d'enfants de cadre qui vont dans les voies générales. Et pour terminer, dans les grandes écoles, on trouve aujourd'hui 9% d'étudiants qui sont issus des milieux défavorisés. Donc, vraiment une toute petite minorité. Je parlais tout à l'heure du genre. Là encore, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Vous avez sans doute entendu un petit peu le micro-scandale autour du fait que les filles faisaient de moins en moins de mathématiques à l'issue de la réforme du lycée. Bon, ce n'est finalement que la poursuite d'un phénomène qui est déjà long, hein, qu'on observe depuis longtemps. Les filles sont beaucoup moins nombreuses dans les voies scientifiques, donc ça va empirer avec la réforme du lycée. Hein. Dans les écoles d'ingénieurs aussi, hein, on a des garçons qui sont 2,5 fois plus importants en nombre que les filles. 2,5 fois. Donc, une importante aussi marque du genre. Et puis enfin, je le disais tout à l'heure, la race au sens sociologique, c'est une question qui est un petit peu plus complexe. On a des travaux en sociologie de l'éducation qui montrent que les enfants issus de l'immigration à milieu comparable, en fait, réussissent aussi bien, voire mieux que les autres enfants. En revanche, comme en France, ce sont des enfants qui sont majoritairement dans les milieux populaires, eh bien, ils sont touchés par les mêmes stigmates et les mêmes phénomènes que les enfants des milieux populaires. Donc, on a plutôt le tropisme social qui agit à cet endroit-là. Tout ce que je viens de vous décrire n'est pas prêt de s'arranger. Et ça a même empiré ces dernières années. Ça a empiré avec le confinement notamment. Hein, on a aujourd'hui les statistiques qui nous donnent les effets, les conséquences de ces confinements. Moi, dans mon livre, je parle de décrochage et de décrochement. Le décrochage, ce sont les enfants qu'on a perdus. Et on a perdu des enfants, hein, ça a très peu été dit parce qu'on a tous été pris, en tout cas les médias ont été pris par ce discours de la continuité pédagogique, mais quand on allait voir ce qui se passait sur le terrain, dans certains quartiers, hein, il y a des enseignants qui n'avaient plus de nouvelles de leurs élèves. Il y a des enseignants qui sont allés toquer dans les familles, chez les familles,
quand elles avaient un chez-soi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas de chez eux, qui sont dans des hôtels sociaux, voire qui sont à la rue, et on a perdu la piste d'un certain nombre d'élèves. Donc des vrais décrochages. Les décrochements, c'est l'accumulation de retard. Et une accumulation de retard qui vient en fait doubler l'accumulation de retard mécanique, tel que je vous la décrivais tout à l'heure et qu'on va essayer d'analyser ensemble juste après, donc qui du coup accentue évidemment ce phénomène d'inégalité. Et la DEP, donc les statistiques officielles du ministère, ont chiffré dans certains quartiers d'éducation prioritaire à 20% le nombre d'enfants dans les collèges et dans les lycées qui ont subi un retard important du fait du confinement. Et j'attire aussi votre attention sur une chose, à part les réformes du bac et la première année aussi du brevet des collèges, il n'y a eu aucun aménagement de programme fait depuis le premier confinement, donc depuis mars 2020. Il n'y a eu aucun aménagement de programme, ni aucun processus d'accompagnement, quel qu'il soit, mis en place dans les écoles pour rattraper ce retard. C'est normal, puisqu'il y avait la continuité pédagogique, donc il ne pouvait pas y avoir de retard. Donc, on a là encore, évidemment, un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Dernier petit indice qui va finir de vous achever, le gap entre, par exemple, l'éducation prioritaire et les classes préparatoires. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un enfant dans les écoles primaires, en gros, pas que prioritaire. Prioritaire, ça coûte encore moins cher. Mais un enfant d'école primaire, en gros, coûte 5 000 € à l'État. Et un enfant des classes prépa un étudiant des classes prépa coûte 14 000 €. Donc, évidemment, il y a une sorte, comment dire, pas simplement d'injustice, on pourrait même dire d'anomalie. Puisque les enfants des classes prépa ne sont quand même pas ceux qui ont forcément le plus besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'on leur donne des sous, c'est la manière dont les enseignants sont payés, leur âge, leur salaire, leur milieu social, etc. Bon, donc vous voyez que c'est un tableau qui est fort peu reluisant. Certains disent l'ascenseur social est en panne. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, l'ascenseur social n'a jamais fonctionné. Donc, il n'est pas tombé en panne. En réalité, ça a toujours été un mythe. Il n'a jamais véritablement fonctionné. On pourra en reparler. En tout cas, depuis que les premières enquêtes de sociologie de l'éducation ont été lancées, c'est-à-dire depuis les années 60 et 70 avec Bourdieu, le constat est le même, il est assez implacable. L'école comme structure en France, je ne parle pas évidemment des exceptions consolantes, comme disait Ferdinand Buisson, c'est-à-dire il y a toujours des gamins qui s'en sortent et qui réussissent grâce à l'école. Je ne parle pas de ça, je parle d'un effet structurel. Donc depuis les premières études de sociologie de l'éducation, donc depuis les travaux de Bourdieu-Passeron, 1964 pour les héritiers, donc sur le monde universitaire, et 1971 pour la reproduction, donc sur le monde, cette fois, du secondaire. Je répète, c'est Bourdieu et Passeron, parce que le pauvre Passeron passe toujours à la trappe. Ce n'est pas Bourdieu qui écrit tout seul ses livres. Et ce sont donc les premiers à avoir mis en lumière un certain nombre de mécanismes qui permettent d'expliquer justement ce fonctionnement structurel et cette reproduction ou cette production des inégalités scolaires. Je vais essayer de vous les schématiser, de vous les résumer parce que évidemment ce sont des travaux savants, ce sont des travaux qui sont compliqués. Je peux dégager à peu près 5 raisons, les 5 raisons majeures pour lesquelles l'ascenseur social n'a jamais fonctionné à l'école et pour lesquelles donc l'école continue aujourd'hui de produire des inégalités. La première, tout le monde la connaît, c'est la question des conditions de vie et des conditions de socialisation des enfants, et notamment de la socialisation enfantine, c'est-à-dire la socialisation en tant qu'enfant, et familiale, c'est-à-dire la socialisation dans les familles. Tous les travaux de sociologie montrent qu'il y a un lien immédiat entre, par exemple, la familiarité précoce avec la lecture, avec l'univers culturel, l'univers intellectuel qui se rapproche en fait des savoirs scolaires. Il y a un lien immédiat entre cette familiarité-là
et la réussite, je déconstruirai ce terme-là tout à l'heure, mais pour l'instant, on va l'utiliser, et la réussite scolaire, c'est-à-dire la conformité avec les attentes de l'institution scolaire. Ça a été encore redit il n'y a pas longtemps par cet ouvrage absolument magnifique de Bernard Lahire qui s'appelle « Enfance de classe ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un gros pavé avec donc ce jeu de mots sur enfance de classe, qui sont en fait des portraits d'enfants et des portraits de vie quotidienne d'enfants qui peuvent aller du petit enfant rome à l'enfant qui vient d'être expulsé de chez lui par les huissiers, à la petite fille du 16e arrondissement, etc. Et donc, tout est fort bien décrit sur la manière avec laquelle ces enfants, en tout cas lorsqu'ils sont issus des milieux favorisés, sont dès le plus jeune âge initiés à des jeux éducatifs. On va acheter le premier livre à 3 mois avec le label Montessori. On va s'extasier parce qu'il reconnaît les couleurs déjà à 6 mois, incroyable, mais si je vous jure, il arrive à dire jaune. Voilà. On va à chaque fois suivre tous ces progrès qui sont tous plus étonnants les uns que les autres. Et donc, vous avez des enfants qui sont dès leur plus petit âge, en fait, déjà dans des logiques d'apprentissage. Et des logiques d'apprentissage qui sont extrêmement proches de celles qui seront demandées à l'école. Donc, on a des enfants qui sont initiés très tôt à ce que Bourdieu-Passeron appelle la culture légitime. Et ces enfants-là, évidemment, lorsqu'ils arrivent pour la première fois dans une école, dans la petite section de maternelle pour certains, ils savent exactement ce qu'on attend d'eux. Ils savent exactement ce qu'on leur demande. Donc, le maître ou la maîtresse n'a même pas besoin d'être explicite. Il lui suffit d'être implicite. L'enfant est déjà conditionné, au sens propre du terme, pour apprendre. Il a appris à apprendre. Sans parler évidemment de l'univers autour de la légitimité de parents qui lisent, d'avoir évidemment plein d'ouvrages chez soi, d'avoir été se balader dans la poussette, dans le rayon Renaissance, dans le rayon n'importe quoi, dans le niveau Renaissance du musée du Louvre, etc. Donc voilà, tout ce que les enfants engrangent. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les enfants des milieux populaires restent chez eux, font rien, savent pas ce que c'est un livre, etc. Mais ce sont d'autres modalités de socialisation. D'abord, ce sont parfois des fratries aussi qui sont très importantes. Ce sont d'autres savoirs. Ça va être parfois aussi des savoirs pratiques parce qu'on va avoir besoin, ces enfants, on va avoir besoin que la grande sœur, elle aide pour la naissance du petit, etc. C'est évidemment pas du tout les mêmes conditions matérielles pour travailler dans la chambre, pour faire éventuellement des choses que le maître ou la maîtresse demande de faire. Normalement, c'est interdit, mais il y en a qui ne savent pas que c'est interdit, donc les devoirs à la maison continuent d'exister. Donc, ce ne sont pas les mêmes conditions de travail, et tout ça, évidemment, joue. Vous avez donc des enfants aussi qui arrivent dans cette première année de petite section de maternelle et qui, eux, en revanche, ont besoin que tout soit très explicite parce qu'ils ne sont pas du tout formés à cette culture légitime. Et ce qu'ont montré Bourdieu et Passeron, c'est qu'il y avait vraiment une concordance entre cette culture légitime, on pourrait aussi l'appeler la culture bourgeoise, et les modalités de fonctionnement de l'école. C'est-à-dire que même les savoirs scolaires sont en réalité des savoirs extrêmement abstraits, extrêmement intellectuels, qui nécessitent déjà d'avoir une certaine familiarité avec ce type de réflexion. Avec l'idée, par exemple, qu'il existe des savoirs abstraits. C'est pas évident tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Donc, vous voyez que dès les premières années, en réalité, eh bien, vous avez déjà des différences structurelles entre les enfants. Les enfants n'arrivent pas avec les mêmes possibilités, en tout cas dans le fonctionnement actuel de l'école. C'est pas du tout lié à leur cerveau, c'est la façon dont l'école s'est définie structurellement. Les enfants n'arrivent pas avec les mêmes possibilités parce que certains sont déjà prêts. Et ces enfants-là, ceux qui sont déjà prêts, évidemment, resteront toujours prêts. Et c'est eux qui, même lorsqu'ils tomberont sur des enseignants avec lesquels ça se passera plus ou moins bien, c'est eux qui pourront, par exemple, zapper une année de mathématiques parce que le prof, il n'est pas génial. Mais c'est pas grave, en fait, ils vont la rattraper cette année de mathématiques parce que ce sera naturel pour eux de la rattraper l'année d'après. Mais en revanche,
ceux qui ont besoin d'être toujours accompagnés et d'avoir toujours cette explicitation-là, eux ne la rattraperont pas cette année de mathématiques. Et puis, c'est la différence aussi entre les enfants qui arrivent dans les petites sections et qui sont quasiment déjà lecteurs. Alors, en petite section, c'est rare, mais on va dire en moyenne ou en grande section, des enfants qui savent quasiment déjà lire. Donc, vous savez, les parents, c'est bon, je suis désolée, mais le mien, il sait déjà un petit peu lire. On me dit qu'il est un peu précoce. Moi, je ne sais pas, voilà. Et puis, ceux qui, en revanche, ont besoin de tout ce travail sur les codes, les lettres, etc. Parce que, eux, ils savent plein d'autres choses, mais ce sont des éléments de culture populaire qui ne sont pas valorisés par le milieu scolaire. D'accord? Donc là, vous avez vraiment un premier élément qui est très, très important. Le deuxième élément qui lui est lié, c'est la complexité aujourd'hui de la structure scolaire, la complexité du fonctionnement de l'école, de l'institution scolaire. Et alors là, évidemment, lorsque vous avez un enfant de prof qui sait exactement qui doit aller voir pour que son gamin fasse ci, fasse ça, qui sait exactement quelles options le gamin doit faire, qui sait exactement quels sont les droits, tout simplement, parce que les élèves ont des droits. Donc, quels sont les droits des élèves, par exemple, celui de faire appel, etc., qui sait exactement à qui il faut s'adresser, comment il faut s'adresser, faire des mots sur les carnets de correspondance, etc. C'est d'une technicité énorme. Et donc, lorsque vous avez des familles soit qui viennent de débarquer en France et qui doivent découvrir ce fonctionnement de l'institution scolaire, soit qui y sont, mais qui n'ont pas forcément eu le temps de véritablement regarder un petit peu tous les coulisses et tout ce fonctionnement labyrinthique de l'institution scolaire, bien là aussi, ces familles ne sont beaucoup moins dotées pour accompagner leurs enfants, notamment dans leur choix, dans leur orientation. Et aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui demande tellement en termes d'orientation que là aussi, vous avez une raison qui est particulièrement importante. La troisième raison, j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu, c'est que ce qu'on appelle les contenus d'enseignement, c'est-à-dire ce qu'on enseigne à l'école et la façon dont on l'enseigne, donc les codes scolaires, on peut dire, sont encore aujourd'hui complètement calqués sur ceux de la bourgeoisie. C'est-à-dire que on peut même dire que c'est véritablement une culture permanente de l'écrit et que l'oralité, au sens de la spontanéité de l'oralité, l'oralité n'a pas sa place dans les écoles. Alors bien sûr, on dit si on forme à l'oral, au grand oral, etc. Mais le grand oral est un exercice, et même d'ailleurs tous les oraux sont des exercices tellement académiques qu'en réalité, ce n'est qu'une transcription orale d'une culture écrite. Et cette culture écrite est une culture savante. Donc là encore, vous avez vraiment une rencontre très forte entre la culture savante telle qu'elle a été, telle qu'elle est expérimentée dans les familles qui sont les familles les plus cultivées. Encore une fois, elles peuvent être très pauvres, elles peuvent être pauvres et cultivées. Ce qui compte, c'est le capital culturel, comme disait Bourdieu-Passeron. Mais là, évidemment, la différence entre les capitaux culturels des familles fait aussi que ça se répercute sur les enfants, avec des enfants qui sont moins familiarisés avec les codes scolaires. Il y a une autre raison dont on parle assez peu parce qu'elle nous fait mal à nous, enseignants, mais bon, il faut se dire les choses si on veut avancer, c'est notre propre responsabilité, la responsabilité des enseignants eux-mêmes. Et en particulier, là aussi, certains travaux de sociologie de l'éducation l'ont montré, et depuis longtemps, ce réflexe que nous pouvons avoir lorsque, par exemple, nous travaillons dans des quartiers populaires avec des enfants en grande difficulté, d'avoir de telles représentations sur nos élèves que nous-mêmes, nous allons en fait niveler nos exigences. Et que du coup, nous n'allons pas avoir les mêmes exigences que l'on aurait si on avait eu des enfants, des élèves en face de nous dans des quartiers plutôt favorisés. Ça joue beaucoup, ça. Ça joue beaucoup parce que vous avez certains enseignants qui ont parfois un regard, et alors avec toujours beaucoup de générosité, la question n'est pas là, c'est pas du tout du mépris de classe, mais c'est une forme de misérabilisme au sens, vous savez, ce sont ces petites phrases qui disent, écoutez, moi déjà, je suis contente qu'ils viennent tous les jours. Moi déjà, je l'ai réconcilié avec l'institution scolaire, déjà c'est beaucoup, ce qui est vrai, ce qui est indéniablement vrai, mais derrière tout ça, se cache aussi l'idée que parfois on capitule sur les savoirs. Or, ce sont des élèves qui, plus que d'autres, ont besoin de nous pour avoir accès au savoir,
en fonction de tout ce que je viens de vous dire avant. Donc là aussi, vous avez une responsabilité des enseignants et même parfois d'ailleurs une responsabilité des pédagogies elles-mêmes, parce qu'il y a certaines pédagogies qui ne sont pas du tout adaptées aux apprentissages des enfants en milieu populaire. Il y a d'abord la pédagogie magistrale, parce que pour être comme vous êtes là tous, en posture d'écoute, je vais essayer de parler que 1 heure, mais je pourrais parler 3 heures, et comme vous êtes polis, vous resteriez 3 heures à m'écouter. Pour être dans cette posture-là, il faut déjà être conditionné à écouter. Et ça s'apprend. Et ça, c'est de la pédagogie magistrale. Alors, évidemment, là, on est entre adultes, donc ça ne se joue pas de la même façon. Mais la pédagogie magistrale du maître sur l'estrade, même s'il n'existe plus beaucoup, mais quand même, il y en a encore en lycée, qui se contentent simplement d'énoncer en se disant que voilà, de toute façon, ils sont tellement brillants détenteurs de leur savoir que ça va agir comme une transfusion, comme une perfusion plutôt, voilà, une perfusion. C'est ce que Paulo Freire, un pédagogue, appelle la pédagogie bancaire. C'est-à-dire que voilà, c'est je donne, et puis l'enfant prend. Voilà. Ça marche. Ça marche avec les enfants qui ont appris à prendre et qui prendraient n'importe quoi. Mais cette pédagogie-là, elle ne marche pas avec des enfants qui ont besoin d'explicitation. Mais à l'inverse, les pédagogies alternatives, certaines pédagogies alternatives, celles qui vont plutôt valoriser le dispositif sur le contenu, celles qui vont dire on va faire des travaux de groupe, on va faire des travaux de coopération, etc., mais elles aussi ne sont pas suffisamment explicites. Elles aussi sont trop implicites. Et elles aussi, parfois, elles perdent les enfants qui sont issus des milieux populaires parce que le dispositif l'emporte sur les exigences de contenu. Donc, vous voyez, c'est en cela aussi que les enseignants peuvent avoir parfois une responsabilité dans le fait de ne pas suffisamment accompagner les élèves, notamment les élèves qui en auraient le plus besoin. Et puis, la dernière raison, c'est une raison idéologique, c'est justement cette fameuse notion de méritocratie républicaine qu'enfin, aujourd'hui, certains auteurs commencent à déconstruire et qui a largement besoin d'être déconstruite. C'est la fameuse égalité des chances. C'est cette fameuse idée que, de toute façon, l'institution scolaire donne les mêmes chances à tous les enfants. Donc, il suffit que chacun fasse l'effort qu'il faut pour que l'institution scolaire l'accompagne vers la réussite. C'est ça la méritocratie. Et alors là, selon le mérite, eh bien, l'institution scolaire va donner des bourses, va plus précisément accompagner tel ou tel enfant qui aura montré véritablement sa capacité à faire des efforts et donc à le mériter. Belle idée. Qui pourrait être contre? On a tous à côté de nous des enfants de la méritocratie républicaine. Mon père, petit-fils de paysanne, vraiment au fin fond d'une cambrousse, repéré par son instituteur, devenu médecin. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, immigrée marocaine, vivant dans un quartier très populaire à Amiens, devenue ministre de l'Éducation nationale. On a tous des belles images autour de nous, des belles trajectoires, et elles commencent à être nombreuses évidemment, mais au regard du nombre d'élèves, ce n'est qu'une infime minorité. C'est ce que Ferdinand Buisson appelait des exceptions consolantes, c'est-à-dire ces exceptions qui nous font dire bah si quand même en fait ça marche, ça marche puisqu'il y en a pour lesquels ça marche. Alors vous voyez l'effet pervers de ça. L'effet pervers de ça, c'est que il y a plein de gamins qui vont faire des efforts, ils vont faire plein d'efforts, ils vont bosser comme des malades. Simplement, ils ne savent pas ce que ça veut dire faire des efforts, ils ne savent pas ce que ça veut dire, en tout cas scolairement. Ils ne savent pas ce que ça veut dire travailler scolairement. Certains ne savent pas quelles sont les attentes de l'institution. Ils ne savent pas comment faire. Donc, ils vont faire des efforts. Il y avait une collègue qui racontait l'histoire d'une petite fille de 3 ans. La maîtresse lui dit « mais réfléchis ». Et la petite fille lui dit « je ne sais pas ce que ça veut dire ». Et la maîtresse lui dit « mais réfléchis dans ta tête ». Et la petite fille répond « je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête ». Déjà, je trouve ça bien qu'à 3 ans, elle réponde quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ce n'est pas évident, la prise de conscience de ce que signifie réfléchir. Voilà. Donc, vous avez des enfants qui vont fournir tous les efforts qu'on leur demande et puis ils ne vont pas y arriver. Et alors, comme eux aussi, ils sont baignés dans l'idée qu'il y a une égalité des chances et qu'il y a la méritocratie et que c'est égal pour tout le monde, etc., au bout d'un moment, ils vont intérioriser que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute.
C'est parce qu'ils font pas ce qu'ils font. Et donc, finalement, cette fameuse égalité des chances, elle se transforme en ce que certains sociologues, notamment François Dubé, appellent les inégalités justes. C'est-à-dire cette idée que c'est normal qu'il y ait des inégalités, puis c'est normal que moi, je sois dans la quatrième roue du carrosse, parce que c'est vrai, on m'a donné toutes mes chances, j'ai pas su les saisir, voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'effet pervers de cette logique de méritocratie républicaine. Donc, on a effectivement un problème important de démocratisation scolaire aujourd'hui en France. Le terme clé, c'est celui de démocratisation scolaire sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu. J'ai pas du tout suivi, en fait, depuis combien de temps je parle. Demi-heure. Ah, ok. Ok. Alors, la démocratisation scolaire, c'est... donc, je peux remettre mon truc. Ok. La démocratisation scolaire, c'est en fait un terme qui n'est pas si simple à définir. Si vous faites un peu l'expérience dans votre tête, vous allez voir que ce n'est pas forcément si simple à définir. Alors, ce qu'on entend le plus, c'est faire réussir les enfants, faire réussir tous les enfants. Donc, faire réussir tous les enfants, quelles que soient leurs appartenances sociales, culturelles, etc., faire réussir tous les enfants. OK, moi, ça me va. On peut à la limite prendre cette définition-là. Mais la réussite, c'est quoi ? La réussite, c'est toujours indexé à ce qu'une société a validé comme réussite. Aujourd'hui, on est dans un monde en France dans lequel la réussite, c'est les études longues, c'est médecin, avocat, éventuellement enseignant, quoique quand même de moins en moins, ingénieur, etc. Ça, la réussite. Donc, c'est indexé à l'idée de métiers qui sont majoritairement des métiers intellectuels. Et quand en plus, ils sont intellectuels et rémunérateurs, c'est encore mieux et c'est vraiment l'image de la réussite. Ça, c'est l'image de la réussite dans notre société du début du 21e siècle. Bon. Mais comme vous êtes d'accord avec moi, cette société ne va pas pouvoir durer encore très longtemps. Il y a un moment, il va falloir qu'on repense un petit peu la question de la réussite et que nos normes de réussite elles-mêmes changent. Donc, on pourrait aussi dire que quand on veut définir la question de la démocratisation scolaire, on se passe un petit peu de cette question de réussite parce qu'en réalité, elle enferme dans une norme de réussite. Alors moi, j'ai un peu trituré ça par tous les bouts et je me suis dit, pour moi, la définition qui me convient le mieux, c'est de dire que la démocratisation scolaire, c'est l'accompagnement de tous les enfants, effectivement, quelles que soient leurs origines sociales, quelles que soient leurs origines culturelles, dans la trajectoire scolaire de leur choix. Et ce qu'il y a de très important dans ma définition, dans celle que j'ai choisi d'adopter, qui est sans doute imparfaite, on pourra en discuter, mais ce qu'il y a pour moi de très important dans cette définition, d'abord, c'est la trajectoire scolaire, et qui ne dit pas si elle doit être courte, longue, dans quelle filière, à quelle dominante de discipline, etc. Donc, cette idée de trajectoire scolaire, quelle qu'elle soit. Mais la plus importante idée, c'est l'idée du choix, c'est-à-dire du choix conscient de l'élève. Parce que l'un des problèmes aussi liés aux inégalités scolaires, c'est que vous avez, et c'est lié à la méconnaissance de l'institution, à l'autodisqualification de certains élèves, de certaines familles, vous avez, et puis aussi à des décisions de l'institution scolaire elle-même, vous avez des élèves qui, aujourd'hui, vont dans des trajectoires scolaires qui ne sont pas des trajectoires scolaires de leur choix. Et vous avez des effets qui sont des effets comme ce que je décrivais tout à l'heure avec les profs sur la pédagogie, des effets d'assignation avec, en fin de troisième, on va dire au petit Mohamed, tiens, je te verrai bien en bac pro électrotechnique. On va dire à la petite Samia, as-tu pensé à faire un CAP sanitaire et social ou un CAP petite enfance? On va dire aux enfants des milieux populaires qui ont 9,5 de moyenne, c'est vraiment trop juste là pour aller en voie générale. Je suis désolée, tu seras vraiment bien en voie professionnelle. Puis tu vas voir, la chaudronnerie, c'est tellement intéressant. Et puis on en manque des chaudronniers, des plombiers, etc. Et puis le même enfant
qui lui sera d'un autre milieu et qui va avoir 9,5, on va lui dire quand même, tu as exagéré, hein, tu aurais pu quand même avoir 10, hein, tu as largement les capacités d'avoir 10. Hein, donc, on va te laisser passer en seconde, hein, mais tu as intérêt à faire quand même des sacrés efforts pendant ta seconde. Voilà. Donc, vous voyez, et ça, c'est des choses, c'est du réel, hein, c'est du vécu, c'est des choses qui sont décrites par la sociologie de l'éducation. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'idée de rappeler l'importance du choix des élèves, des familles, et d'accompagner vers ce choix sans contrainte, sans effet d'imposition, me semble particulièrement important. Alors, cette démocratisation scolaire, où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore aujourd'hui une boussole des principales réformes éducatives? Je vais faire un petit peu d'histoire parce que je suis historienne. Donc, je voudrais quand même placer deux, trois petites notes d'histoire pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que ça voudrait dire des réformes qui sont des réformes de démocratisation scolaire. D'abord, une première réforme qui me semble très importante et que l'on peut classer, faire entrer dans les réformes de démocratisation scolaire, c'est un grand ministre dont se réclame Jean-Michel Blanquer, mais à tort, qui s'appelait Jean Zay, donc Z-A-Y, en 1936. Et Jean Zay était donc le ministre du Front populaire et sentait bien qu'il y avait un problème avec l'école. Déjà, il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, c'était qu'il existait beaucoup trop de voies parallèles, en fait. C'est-à-dire que lorsque Jules Ferry a mis en place son école gratuite laïque obligatoire, donc qui en réalité était mise en place avant, mais peu importe, il n'a pas supprimé ce qu'on appelait les lycées à l'époque, qui étaient en fait des écoles publiques payantes, du CP jusqu'à la terminale, dans lesquelles en fait les familles bourgeoises continuaient à mettre leurs enfants de la bourgeoisie. Et donc, vous avez cette voie parallèle qui a continué pendant très, très longtemps. Et donc, une espèce d'impossibilité de mélanger tous les enfants. Donc, d'avoir cette fameuse mixité sociale dont on parle très souvent. Jean Zay avait compris que l'un des moyens pour arriver à une démocratisation, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants de la bourgeoisie et les enfants des milieux populaires aient une école commune, l'un des moyens, c'était de réduire ces voies parallèles. Alors, évidemment, en 1936, c'était impossible de claquer des doigts et de dire on va tout réduire. Mais c'est l'un des premiers à avoir réfléchi à des filières d'orientation, par exemple, après l'équivalent à peu près l'équivalent de la 6e, 5e, des filières d'orientation qui pouvaient permettre de mélanger les enfants et de davantage accompagner, on va dire, leur orientation. L'autre grand moment de démocratisation, mais qui n'a pas en fait été adopté, mais qui est une sorte de texte patrimonial dans l'histoire de l'école, c'est le plan Langevin-Wallon. Aujourd'hui, si on avait des décideurs qui remettaient le nez dans le plan Langevin-Wallon, il y aurait beaucoup d'idées à puiser. Je ne sais pas si vous connaissez le plan Langevin-Wallon, c'est un texte qui a été adopté dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, donc dans la foulée après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un texte qui avait vocation à refonder complètement le système scolaire et qui était chapeauté par deux grands pédagogues, Paul Langevin et Henri Wallon. Et lorsqu'on regarde le plan Langevin-Wallon, en fait, tout est déjà là. C'est-à-dire qu'il est question d'allonger la scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans pour avoir vraiment une école commune. Il est question d'uniformiser le corps des enseignants parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratisation scolaire sans démocratisation du corps des enseignants. Il est question de baisser... Excusez-moi, mais en fait, il faut que je parle fort parce qu'il y a du bruit. Il est question de voir baisser le taux horaire, le nombre d'horaires, le nombre d'heures, pardon, je vais y arriver, pour que les élèves ne soient pas sans arrêt en fait à être gavés de disciplinaire. C'est un texte aussi qui affirme la fin de l'encyclopédisme. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse culture bourgeoise, etc. Donc, la fin de l'encyclopédisme, qui va mettre en avant des pédagogies actives, qui va émettre l'idée que les étudiants touchent un salaire, parce que justement, il fallait encourager les enfants, les étudiants, les enfants d'ouvriers à aller à l'université. Donc, alors ça a été un petit peu repris, vous avez vu, par quelques candidats. Donc voilà, il y avait véritablement tout dans ce plan Langevin-Wallon. Je ne résiste pas à l'idée de vous lire le préambule
Donc, le préambule du plan, voilà, je vous le lis, il est écrit « La bourgeoisie héréditairement appelée à tenir les portes de direction et de responsabilité ne saurait plus désormais seule y suffire. » Donc, tout est dit. Hein, la boussole de démocratisation, là, est véritablement assumée. Alors, il y en a eu d'autres. Hein. Vous connaissez tous le collège unique. Par définition, le collège unique, je vous en parle parce qu'aujourd'hui, il est remis en cause, notamment par les candidats de la droite, hein, notamment par Valérie Pécresse, mais aussi par Marine Le Pen, Éric Zemmour. Le collège unique, c'est 1975. C'est la réunion en un seul collège de 3 collèges, c'est-à-dire des collèges où en fait on ventilait les enfants selon ce qu'on estimait être leur profil technique, professionnel, etc. Le collège unique, lui, dit, après le CM2, tous les enfants vont dans un même collège. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ont dysfonctionné, on pourra en reparler, mais vous voyez, là encore, cette idée de réduire le nombre de voies parallèles. Hein. Une autre réforme, à mon sens, qui est vraiment une réforme de démocratisation scolaire, c'est l'éducation prioritaire avec la loi, enfin avec Savary, avec le ministre Savary en 1981. Le bac pro en 1985, mine de rien, c'est quand même ça aussi qui a permis de diplômer, d'arriver quasiment à ces fameux 80% de diplômés au bac. Donc, on peut dire que pendant longtemps, hein, en tout cas jusqu'à la fin des années 80, pour moi, la question de la démocratisation scolaire, et vous voyez de droite comme de gauche, parce que Habis c'est un ministre de droite, hein, c'est pas un ministre de gauche, a habité les réformes éducatives. Et que se passe-t-il depuis la fin des années 80 ? Non pas que la boussole de démocratisation scolaire ait disparu. Aujourd'hui, je pense qu'elle a un peu disparu. Mais pendant longtemps, elle est restée là. Hein. Simplement, ce qui s'est passé, c'est le tournant néolibéral. Et le tournant néolibéral, c'est un tournant austéritaire, c'est-à-dire cette idée qu'on allait pouvoir réformer l'école et donc la démocratiser à moyens constants. Et ça, évidemment, c'est un mythe. Et ça, c'est un leurre. C'est un leurre absolu. Donc, tous ceux qui ont tenté des réformes, d'ailleurs pour certaines pouvant être très intéressantes, mais à moyens constants, c'est-à-dire en essayant de prendre un Jacques pour rhabiller Paul, je ne sais plus quelle est l'expression, rhabiller Paul avec Jacques, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les vases communicants, hein, je prends un peu là, je mets un peu là, etc., mais à budget quasiment constant, et surtout en tentant de faire des économies le plus possible là où on peut, de faire des économies sur la formation des enseignants, de faire des économies sur le recrutement des enseignants, etc. Ça ne peut qu'être voué à l'échec. Il ne peut pas y avoir de démocratisation scolaire à moyens constants. Et jusque-là, en fait, toutes les réformes, enfin, depuis la fin des années 80, quasiment toutes les réformes qui s'y sont essayées, en tout cas moi c'est mon interprétation, hein, ont échoué pour beaucoup d'entre elles. Pas parce que les profs, c'est des mammouths et qu'ils veulent jamais de changement et qu'ils sont contre les réformes, etc. C'est que les profs, ils ont raison de dire votre réforme, elle est peut-être intéressante, mais si elle signifie que je vais avoir 35 élèves par classe alors que j'en avais 25 avant la réforme, on va rester comme c'était avant. Voilà. Et c'est des gens qui ont bien compris que la question, par exemple, des effectifs et des conditions matérielles d'exercice du métier était beaucoup plus importante en réalité que la réforme à venir. Donc, ce n'est pas du tout une question de raideur ou de conservatisme du monde enseignant. En tout cas, moi, je ne crois pas. C'est une question de vigilance par rapport aux moyens qui sont mis dans une réforme. Voilà. Et on a vu, par exemple, la dernière réforme qui était la réforme du collège, qui a vraiment mobilisé les enseignants en 2015. Réforme d'un gouvernement socialiste. Réforme qui, dans ses fondements, a été vraiment accompagnée par notamment un certain nombre de sociologues de l'éducation qu'on ne peut absolument pas soupçonner de ne pas être animés par la démocratisation scolaire, hein, bien au contraire. Donc, une réforme qui avait beaucoup de choses intéressantes en elle. Hein. D'ailleurs, Agathe Cagé, que vous avez reçue, en a été l'une des artisanes. Mais voilà, les moyens n'ont pas été mis. Donc, au bout d'un moment, quand vous dites à des enseignants d'un collège, ton poste, il va sauter parce que on va faire de l'interdisciplinarité, mais on n'a plus besoin de toi. Non, ça passe pas. C'est normal. C'est normal que les enseignants se rebiffent en disant, non, moi, je préfère garder mes conditions de travail. Enfin, ça semble assez logique. Et les choses, évidemment, se sont aggravées avec l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, qui, de mon point de vue, enfin, c'est comme ça que je le qualifie dans mon livre, hein,
est l'artisan de ce que j'ai appelé une contre-démocratisation scolaire. C'est-à-dire que, en gros, pour reprendre l'image de ma boussole, je pense que Jean-Michel Blanquer, sur son rouleau compresseur néolibéral, a roulé sur la boussole et donc il l'a cassée. Et il s'est dit, c'est pas grave, de toute façon, je sais où je vais, j'ai pas besoin de boussole, je sais où je vais, et là où il va, c'est pas exactement là où des partisans de la démocratisation scolaire auraient aimé qu'il aille. Donc, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, on pourrait le décrire, l'affiner, vous donner plein d'exemples. Je pense que l'un des exemples les plus emblématiques qui parle à tout le monde, c'est Parcoursup. Parcoursup, c'est quand même une manière de dire à des élèves, alors d'abord de leur dire plusieurs choses, de leur dire, à 15 ans, vous devez vous déterminer sur ce que vous voulez faire dans la vie. Jusqu'à 15 ans, il faut qu'ils décident de prendre des enseignements de spécialité avec la réforme du lycée. Donc 15 ans, 15 ans, c'est quand même un peu jeune. Et deux, vous allez faire des demandes, mais je vous préviens, rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que vraiment, vous n'êtes pas du tout sûr et certain d'être pris. Et puis, 3, c'est quand même le fait d'assumer que d'abord l'université se sert selon des algorithmes qui sont complètement inconnus. Donc on ne sait pas du tout en fait quels sont les critères des différentes filières universitaires pour recruter leurs étudiants. On demande aux enseignants, aux étudiants des CV, des lettres de motivation, etc. Et on sait, quand on regarde les dossiers de Parcoursup, on sait de quel lycée ils viennent. Donc, c'est criant, si vous voyez un CV d'un enfant de la bourgeoisie qui a été faire 3 stages linguistiques aux États-Unis, qui a déjà eu deux petits boulots, qui fait sa lettre de motivation avec des arguments hyper bien acérés parce qu'évidemment les parents sont passés derrière et ils ont raison, ils auraient tort de s'en priver, et que vous regardez au contraire des enfants de lycées plus populaires qui eux ont rien à mettre dans leur CV en fait à part leur stage en 3e, font quand même pas mal de petites fautes d'orthographe, n'ont pas fait de stage linguistique, etc. Et puis viennent du 93, je vais vous dire, c'est vite fait. Donc, en réalité, Parcoursup est véritablement, par excellence, un instrument de tri social. Et à partir du moment où c'est un instrument de tri social et où c'est assumé, parce que c'est assumé, c'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer est quelqu'un, lui et son entourage, et c'est le système néolibéral dans son ensemble qui le veut, qui dit de toute façon, en gros, il y a un destin au berceau. L'important, c'est que l'enfant soit bien là où on l'amène et qu'il soit content d'y être, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir exactement la même trajectoire scolaire. C'est ça le tri social. Donc, il faut faire du tri le plus vite possible. Et à la limite, si on peut commencer à l'école primaire, c'est tout aussi bien. Rappelez-vous Sarkozy qui voulait regarder les enfants de 3 ans, non, même avant, les enfants de 3 ans, s'il y en avait qui avaient des petits problèmes, un peu de violence, etc., il fallait les signaler. Donc très très tôt, on signale pour amener exactement là où on voudrait qu'ils soient. Voilà. Et Parcoursup me semble assez emblématique de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres exemples. La suppression, évidemment, s'il m'entend, il va dire c'est pas vrai, mais de la formation des enseignants, c'est une honte. Ce qui est devenu aujourd'hui la formation des enseignants, c'est une honte. Donc, évidemment, ils nous disent qu'ils ne l'ont pas supprimé. Je suis désolée, mais un enseignant qui a le concours, qui est immédiatement mis devant les classes, qui a quasiment plus aucune formation sur site, qui par ailleurs doit faire l'année du concours, un M2, etc., qui sont hyper pressurés, qui sont mis dans des classes, qui sont payés rien du tout, tout simplement pour faire le boulot de prof que l'institution n'a pas envie de recruter parce que moyen constant, ça s'appelle de la suppression de la formation des enseignants. Donc ça aussi, c'est un deuxième exemple. Et il ne peut pas y avoir, vous avez vu tout ce que je viens de vous raconter là? En fait, ça, tout ce que je vous dis là, normalement, des enseignants sont censés tous le savoir. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que si j'enseigne et que j'ai lu un peu de sociologie de l'éducation, je me dis attention, méfie-toi de toi. Il ne faut pas que tu fasses comme ça. Attention, qui sont les élèves que tu as en face de toi? Il faut que tu procèdes de cette manière-là, etc. Ça fait partie de la formation des enseignants, ça. Donc évidemment, si on supprime complètement ça, ça veut dire qu'on met devant des élèves des enseignants qui ne sont pas formés. Et donc, devant des élèves parfois difficiles, avec des gros effectifs, etc., des enseignants qui vont craquer. Et c'est normal. Ils auraient bien, évidemment, il faut être particulièrement solide pour ne pas craquer aujourd'hui.
Donc, les réformes Blanquer, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais si vous voulez, je suis assez intéressable sur le sujet, donc on pourra en reparler après. Mais en tout cas, voilà, hein, on a là un programme idéologique de l'école qui s'apprête à être continué par Emmanuel Macron s'il est élu, hein, puisqu'il a annoncé la couleur. Hein. Un programme idéologique de l'école qui est une école complètement néolibérale, qui est une école qui fonctionne uniquement sur le mode des évaluations le plus possible, le plus précocement possible, pour pouvoir trier le plus précocement possible, qui est une école qui donne de l'autonomie aux établissements. Regardez ce qu'il a annoncé à Marseille avec les écoles primaires, qui donne de l'autonomie aux établissements pour stimuler la concurrence entre établissements, ce qui est vraiment le dogme néolibéral par excellence, hein, c'est-à-dire que c'est la stimulation par la concurrence. Hein. C'est une politique éducative qui ne fait aucune différence entre le public et le privé, voire même qui favorise le privé. Vous n'avez pas encore entendu, et vous n'avez jamais entendu dans la bouche de Jean-Michel Blanquer, école publique. On attend de voir, là, dans la campagne d'Emmanuel Macron, s'il est question d'école publique. Mais vous voyez, ce n'est pas compliqué quand vous voulez savoir si c'est quelqu'un de gauche ou de droite qui parle de l'école. Vous écoutez, vous attendez l'adjectif public. Voilà. Généralement, il ne vient pas, sauf chez certains. Parce que, évidemment, l'école pour tous, bah, c'est forcément une école gratuite. Hein, donc, c'est forcément une école publique. Ça ne veut pas être une école privée. Donc, le système Blanquer, lui, c'est pas de différence entre public et privé, parce qu'à partir du moment où, de toute façon, tous ces établissements sont en concurrence, il n'y a aucune raison de ne pas mettre le public en concurrence avec le privé. Donc, c'est ça qui va surstimuler tout le reste. Et puis, si les profs ne sont pas contents, bah, de toute façon, comme c'est un gouvernement qui est extrêmement autoritaire, ben, on sévit, on punit, on envoie de l'inspection, etc., etc. Donc, en fait, on bloque aussi toute possibilité de protestation. Voilà le programme idéologique de contre-démocratisation. Évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'on va aider à remédier aux inégalités scolaires. Il y a plein d'autres choses dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais on en parlera peut-être dans la discussion. C'est pas du tout comme ça qu'on va remédier aux inégalités scolaires. Pour remédier aux inégalités scolaires, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ma troisième partie qui passe toujours un petit peu à la trappe parce que je suis trop longue sur les premières. Pourtant, c'est cette fameuse formule « que faire hein, ?» comme disait notre camarade. Que faire? Que faire pour réparer, transformer, voire même révolutionner l'école? Réparer, transformer, révolutionner. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses, je vais terminer là-dessus, qu'on peut affirmer comme des principes. Voilà. Affirmer comme des principes et qui vont, pour filer mon image, réparer un petit peu la boussole. Voilà. Le premier principe, je crois qu'il faut réaffirmer, c'est celui, je le disais tout à l'heure, de la gratuité de l'école. Aujourd'hui, l'école, même publique, n'est plus gratuite. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens d'être scolarisés. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de manger à la cantine, même lorsqu'ils sont dans les plus bas quotients familiaux. Donc, l'école n'est plus gratuite, des sorties scolaires qui sont chères, des fournitures scolaires qui sont chères, des exigences en livres, etc., qui sont chères. Il n'y a plus de gratuité. Il faut réaffirmer cette notion d'école gratuite. Certains programmes politiques le font. Je pense par exemple à celui de la France Insoumise. Hein, c'est sa première proposition hein, pour une école gratuite. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, des moyens. Et ça, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un slogan comme ça balancé en disant on va doubler le salaire des profs. Des moyens. Moi, j'ai presque envie de dire un plan Marshall pour l'école, en fait, en réalité. Des moyens. Alors, des moyens, il y en a. Par exemple, si on remet en avant un principe, et là aussi d'ailleurs la France Insoumise le fait aussi, hein, je ne suis pas venue faire l'éloge de la France Insoumise, mais il se trouve que son programme éduque, c'est très bien. Si on remet en avant le principe de l'argent public va aux écoles publiques, ben, on économise 12 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien en fait. Voilà, on va dire que c'est pas rien. Déjà, ouais, voilà. Déjà, ça permet quand même de faire des trucs, hein, 12 milliards d'euros. Donc, l'argent public pour les écoles publiques. Alors, évidemment, la dernière fois qu'un ministre a fait ça, il s'est retrouvé avec 1 million de personnes dans la rue. C'était en 1984. Hein. C'était un peu chaud et il a reculé. Et encore, c'était même pas exactement ça. C'était même pas exactement l'argent public aux écoles publiques. C'était de faire un immense service public unifié avec écoles privées et écoles publiques. Mais bon, il a reculé. Il a eu toute la droite, les prédécesseurs de la Manif pour tous dans la rue. Bon, bah donc là, ça veut dire que si on le refait, ben oui, ben ils vont à nouveau être là. Hein, et ben donc il faudra être courageux, il ne faudra pas reculer. Mais en tout cas, c'est un principe qu'on peut réaffirmer. Hein, des moyens, il en faut. Alors, il en faut pour assurer la gratuité, je l'ai dit.
Il en faut pour former les enseignants, et ça, la formation des enseignants doit être complètement refondue du début à la fin, et en particulier en leur apportant tout ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire des biscuits en philosophie de l'éducation, histoire de l'éducation, sociologie de l'éducation, pédagogie, psychologie, donc les besoins des enfants. Et quand on passe plus de temps sur l'explicitation, eh bien de toute façon, on prend de l'avance sur le reste, parce qu'un enfant, une fois qu'il a compris un mécanisme, après, vous pouvez lui présenter n'importe quel autre savoir, il va le comprendre. Mais en revanche, vous pouvez présenter 150 savoirs, si le mécanisme n'est pas compris, il va en retenir aucun. Donc, abréger d'un tiers tous les programmes me semble aussi tout à fait raisonnable. Pour le coup, c'est pas du tout nivelé par le bas, c'est au contraire une exigence intellectuelle, et c'est raisonnable. Ça veut dire aussi les changer, les transformer, les écrire autrement. Et par exemple, mettre en avant les savoirs critiques, la possibilité de douter, la possibilité de questionner, la possibilité d'interroger. Aujourd'hui, les programmes scolaires, c'est du déjà là. C'est prenez ce qui est déjà là. D'autres l'ont trouvé pour vous et maintenant prenez, vous n'avez pas le choix, vous le prenez. C'est pas ça. L'apprentissage, c'est pas ça. L'apprentissage, c'est comment on en est arrivé à ces savoirs-là. C'est ça, l'apprentissage. Donc, vous voyez, il faudrait là aussi complètement les repenser. Il faudrait également, je crois, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un plan Marshall absolument, retravailler complètement toute l'architecture de l'établissement scolaire. Alors là, dans le programme des Verts, par exemple, vous avez des propositions qui sont très intéressantes de ce point de vue-là, qui sont d'adapter aussi les établissements scolaires à tout simplement le monde dans lequel nous sommes en train de basculer. C'est-à-dire un monde de crise sanitaire régulière, un monde de crise environnementale, un monde dans lequel nous allons avoir besoin régulièrement de distanciation sociale des enfants, nous allons avoir besoin d'activités extérieures, nous allons avoir besoin de réfléchir à ralentir, produire ses propres cultures, les jardins, les paysages, etc. Bref, tout un tas de choses complètement à inventer, à réinventer. Je rappelle quand même, je le dis souvent, mais qu'aujourd'hui en France, il y a des écoles dans lesquelles il y a des rats. Il y a des écoles dans lesquelles il y a des rats. C'est quand même un truc dingue. Il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas de rideau, les murs sont délabrés, et évidemment, c'est des écoles qui ne sont pas dans le 16e arrondissement. Et donc, qu'est-ce qu'on signifie à ce moment-là aux enfants des quartiers populaires? Qu'est-ce qu'on leur signifie quand ils vont dans ce type de taudis? On leur signifie un mépris social absolu. Donc, c'est absolument insupportable. Donc, vous voyez, l'architecture, en fait, ça a aussi un rôle particulièrement important. Et puis, je crois que il faudrait, et ça, pour le moment, je ne le vois pas, je ne le vois chez personne, il faudrait vraiment que le projet de refonte, de révolution de l'école réponde à une vraie vision de société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir réformer et transformer si on ne sait pas où on va. Et vous voyez, si vous posez la question, si je vous dis par exemple, mais de quelle école voulez-vous? En fait, c'est une question extrêmement difficile. De quelle école voulez-vous? Là, vous allez me dire, moi, je veux une école dans laquelle les enfants soient bien, dans laquelle les enfants réussissent, etc. D'accord, mais pourquoi? Pour quel monde? Pour quel monde? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la réussite. Parce que le monde, de toute façon, est dans le basculer dans un autre monde. Autant prendre les choses à bras-le-corps et essayer de réfléchir à une école qui accompagne cet autre monde. Une école qui accompagne cet autre monde et qui fasse en sorte que les enfants se construisent comme des futurs adultes à agir dans cet autre monde et à contribuer à le transformer, cet autre monde. Mais vous voyez un petit peu la gageure, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des paris sur l'autre monde. Et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est un travail énorme, qu'évidemment, je ne peux pas faire toute seule là devant vous. C'est un travail énorme qui ne peut être que collectif. Mais c'est quand on aura cette destination-là qu'on pourra trouver les contenus d'enseignement, les programmes à enseigner, les manières de faire, etc. Parce que si on ne sait pas où on va, on pourra toujours prendre des chemins de traverse, mais on ne sait pas où on va arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui m'amène dans mon livre à remettre au goût du jour cette idée d'émancipation sociale, à savoir l'idée que le monde dont on pourrait rêver, c'est un monde dans lequel les dominations soient abolies. Évidemment, c'est une forme d'utopie, mais les dominations soient abolies, dans lequel la justice sociale règne,
dans lequel les richesses soient redistribuées de manière égalitaire, et donc dans lequel la question de l'émancipation, ce ne serait pas la libre entreprise de soi, réussir contre les autres parce qu'on a été le meilleur. Ce serait au contraire, dans la coopération, se dire qu'on agit collectivement pour libérer le monde de ses emprises, pour libérer les individus des emprises dont ils souffrent et pour libérer donc le monde de ces dominations qui nous étouffent. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé captivant sur lequel il y aurait encore plein de choses à dire, je suis sûr. On va pouvoir creuser un petit peu avec les questions. On va commencer donc avec des questions sur Internet, si c'est bon pour vous. Alors, la première question. Depuis des décennies, l'éducation nationale ferme des petits établissements pour regrouper un grand nombre d'élèves dans une même structure. Pensez-vous que cela soit propice à un climat scolaire favorable à l'épanouissement et à la réussite des élèves? On avait une question sur l'école privée. En gros, l'école privée, on en fait quoi? Parce qu'il y a eu justement la question de 1984, l'année, pas le livre. Et donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et une remarque également, alors sur le programme de Macron 2022, libéralisation de l'école et des entreprises qui interviennent au collège dès la 5e. Donc cette idée de mettre finalement l'école au service des entreprises. Tout un programme. Donc il veut savoir ce que j'en pense. Voilà. Ouais. Alors, tout à l'heure, je terminais en parlant de la taille, enfin de l'architecture des établissements. Et évidemment, dans l'architecture des établissements, il y a la question de la taille. Ce n'est plus possible d'avoir comme aujourd'hui des immenses bateaux avec 2000 élèves. Évidemment que ça joue. Il faut que les établissements soient à taille humaine. Alors, la question se pose plus pour les collèges et les lycées, un petit peu moins pour les écoles primaires, même s'il y a des écoles primaires qui restent encore, de mon point de vue, trop grandes. Il faut, si vous voulez, il faut une moyenne. C'est-à-dire que c'est parfois un petit peu frustrant lorsqu'il y a très peu d'enfants, parce que le collectif en pâtit, parce que le collectif, c'est vraiment aussi un des fondements de l'école. C'est-à-dire qu'il y a du collectif à l'intérieur d'une classe, il y a du collectif à l'intérieur des mêmes niveaux, il y a du collectif entre plusieurs classes, il y a du collectif avec les autres enseignants. C'est l'expérimentation du collectif à plusieurs échelles, l'école. Et c'est important de maintenir ça, de mon point de vue. Donc, il ne faut pas que ce soit trop petit. Mais évidemment, je regarde le micro comme si je répondais à... Mais évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit absolument géant. Donc, la question de la taille, elle se pose et elle est fondamentale. Elle se pose aussi à l'intérieur des classes elles-mêmes. C'est-à-dire que ça renvoie aussi à l'idée des effectifs. On ne peut pas travailler lorsqu'on a des effectifs. À mon avis, à plus de 25, on ne peut pas travailler. Donc, on peut retourner dans tous les sens. On peut avoir une classe calme à 40 élèves, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas travailler. Je veux dire, une classe peut être effectivement très calme. À 40 élèves, ça veut dire qu'il y en a 10 qui sont ailleurs. Ils sont en train de faire autre chose, ils pensent à autre chose. Comme ils n'ont pas envie de trop faire chier, ils sont calmes, ils dorment tranquilles dans leur coin. Et comme il y en a 40, on ne va pas aller les réveiller parce que sinon, ça va être le Bronx. Donc, on dit, on est tranquille. Et donc, c'est complètement inutile comme type de pédagogie. Donc, la question des effectifs, elle est évidemment très, très importante aussi. Il faut fixer un seuil. Mais là encore, les effectifs, on n'en a pas parlé, mais on n'a pas parlé, par exemple, de ce que ce que met toujours en avant Jean-Michel Blanquer dans son bilan. Bon, il a un truc à mettre en avant, donc évidemment, il le met toujours en avant. Vous allez voir, Macron va faire aussi. C'est le dédoublement des CP en éducation prioritaire. Il dit, voilà, le dédoublement des CP en éducation prioritaire. Alors ça, grande réussite, etc. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'il faut savoir quoi répondre à ça aussi, parce qu'on nous le dit tout le temps. Donc, oui, indéniablement, c'est beaucoup plus confortable pour les enseignants de travailler dans une classe avec 12 CP pour leur apprendre à lire, parce que c'est surtout la classe à laquelle on apprend à lire, c'est vraiment ça le CP, pour leur apprendre à lire, que dans une classe de 24. Donc ça, c'est indéniable. Au niveau du confort matériel des enseignants, il y a une amélioration. Et le confort matériel des enseignants, ce n'est pas secondaire. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est effectivement très important. Mais, parce qu'il y a toujours un mais,
Alors, on a les résultats déjà des premières expérimentations et les résultats ne sont pas forcément concluants. Ça n'a pas évidemment baissé le niveau, hein, mais l'ADEPE dit que ce n'est pas non plus des élèves qui sont aujourd'hui meilleurs lecteurs qu'avant. Donc ça, c'est quand même un mais. Deuxième mais, avant le dédoublement des CP, il y avait un dispositif qui venait d'être mis en place, qui s'appelait plus de maîtres que de classes, et qui consistait à mettre 2 maîtres dans une classe de 24. Donc, en fait, au lieu d'avoir un dédoublement officiel et donc de classe à 12, on avait une classe de 24, mais avec 2 maîtres qui circulaient dans la classe. Et apparemment, les premières études, en tout cas, disaient que c'était plutôt efficace. Et ça, c'est un point très important parce que je pense en revanche que 12 dans une classe, ce n'est pas assez. Justement par rapport au collectif dont on parlait. 12, c'est à mon avis pas assez. Il faut qu'il y ait plus que ça parce que l'école, ce n'est pas simplement le lieu de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture et du compter. C'est aussi un lieu d'apprentissage, d'expérimentation, des interactions sociales, ce que certains appellent le vivre ensemble. Bon, moi, je n'aime pas trop cette formule, mais peu importe, on peut l'apprendre. Elle est un peu niaise des fois, quoi. Mais voilà, c'est l'expérimentation des interactions sociales. C'est-à-dire que on expérimente d'être avec d'autres et d'être à plusieurs et parfois de devoir être beaucoup. Qu'est-ce que je fais quand je suis avec 24 personnes? Quand même, il faut que je trouve des manières d'être, des manières d'agir, des manières de dialoguer, etc. Tout ça, ça fait partie des apprentissages. C'est pour ça aussi que le dispositif plus de maîtres que de classe, il était intéressant parce qu'il gardait la classe à 24, qui me semble être un chiffre assez intéressant. Et justement, il ne tombait pas dans l'individualisation, pas trop dans l'individualisation, qui est un travers justement de l'école néolibérale. Donc, vous voyez, c'est une réponse aussi à donner. Puis la troisième réponse, c'est que c'est un moyen constant. Donc, de toute façon, vous pouvez faire ça en CP, mais comme en CE1, alors, en CE1, c'est parfois un petit peu dédoublé, mais sinon, tout le reste, vous retombez dans des classes qui sont des classes surchargées, avec des effectifs pas possibles, des profs pas formés, etc. Ben, de toute façon, tous les maigres avantages qui auront été engrangés la première année seront perdus dans les années à venir. Ça aussi, hein, c'est un truc qui est largement montré par les sciences de l'éducation. Donc, oui, monsieur ou madame, la taille des établissements, la taille des classes, ça a beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'école privée? Alors là, je balance, il y a quelqu'un qui a dit on la nationalise. J'ai entendu. Bon, moi, je ne vais pas dire on la nationalise, mais je me suis beaucoup posé la question parce que des fois, je suis un peu tentée de dire allez, on les nationalise ou même on les interdit. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'on les laisse. On les laisse, mais on fait en sorte que l'école publique soit tellement désirable qu'en fait, les écoles privées fassent faillite. Voilà. Bon, alors déjà, elles vont plus être financées. Donc, forcément, ça va augmenter. Donc, tout le monde ne pourra plus mettre ses enfants. Déjà, tout le monde ne peut pas, mais il y aura moins de personnes qui pourront mettre ses enfants dans l'école privée. Par ailleurs, les enseignants seront recrutés sur des critères qui sont forcément un petit peu moins bons que la super formation des enseignants que je viens de vous décrire là il y a 5 minutes pour l'école publique. Donc, quelle est l'école qui va le mieux accompagner les élèves dans la trajectoire scolaire de leur choix? Ça va être l'école publique. Donc, les écoles privées vont péricliter, on n'entendra plus parler, on n'a même pas besoin de les interdire en fait. Il suffit de laisser faire notre réforme de l'école publique. Bon, tout ça est évidemment utopique, mais comme je dis souvent, il serait temps aussi de réinjecter un peu de l'utopie à gauche, parce qu'en ce moment, les seuls qui se donnent le droit d'avoir des formules radicales qui, elles, sont dystopiques, c'est l'extrême droite. Donc, on est dans le grand remplacement, on en discute comme si c'était un truc complètement normal. Puis nous, à gauche, on n'a plus d'utopie, donc ça suffit, donc on va en remettre. Voilà. Et donc, l'utopie, c'est justement de faire péricliter et mourir de leur belle mort les écoles privées, tellement l'école publique sera désirable. Et ce que je pense de la libéralisation des écoles me semble assez évident après tout cet exposé, mais vous avez raison de signaler, le danger de cette, de cette rencontre décomplexée et voire même dans la tête de certains, je pense, un fantasme de fusion entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école.
Donc, s'il y a bien un domaine dans lequel je suis effectivement favorable à la sanctuarisation, c'est la sanctuarisation vis-à-vis du monde de l'entreprise. Si on pouvait protéger le plus possible, le plus longtemps possible, les enfants et les adolescents de ce monde de l'entreprise, vraiment, j'en serais la plus heureuse parce qu'on parle souvent de l'emprise. Hein. Alors, c'est l'emprise des religions, l'emprise, mais je suis désolée, mais l'emprise des entreprises, c'est aussi une emprise. Et donc, ça aussi, il faut s'en protéger de façon importante. Merci. Alors, on a à nouveau, peut-être je vais faire à nouveau 3 questions Internet, et puis après, je vous donne la parole dans la salle. Donc, sur Internet, je vous fais aller 2 sur Internet, et après, on prend les questions de la salle. Comment sortir du système leçon/évaluation permanente que pensez-vous de la scolarisation obligatoire à 3 ans? Ouais. Alors, c'est pas tellement le système oui, c'est pas tellement le système leçon-évaluation. Enfin, ce qui pose problème dans le couple leçon-évaluation, c'est évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, l'évaluation dicte la manière de faire la leçon. C'est ça qui pose problème. C'est pas tellement la leçon. Dans une école, on apprend. On apprend et on travaille. Ça, là-dessus, j'insiste là-dessus. Je l'ai pas dit, c'est important. D'ailleurs, je crois que j'ai un chapitre que j'ai appelé comme ça, enfin une sous-partie dans mon livre que j'ai appelé comme ça. À l'école, on travaille et on apprend. C'est important parce que c'est ce qui permet de distinguer ce qu'on peut appeler une école d'un autre truc que j'appelle pas école, mais qui sont parfois, mais qui eux s'appellent école. Donc les écoles, certaines écoles Montessori, les écoles démocratiques, les écoles où, vous savez, on dit oh non, mais alors l'enfant, il vient quand il veut. Il y a eu un super épisode de Brute, je sais pas si vous l'avez vu récemment, sur les écoles privées. Il est génial, lisez-le, tout est dit. Il est mais extraordinaire. Donc les écoles, on dit tu viens quand tu veux, tu travailles si tu veux, tu repars quand tu veux, etc. L'apprentissage de la démocratie, tu participes aux décisions, etc. Bon. Donc toutes ces écoles, on fait certainement plein de choses hyper intéressantes, on caresse des arbres, on fait plein de choses, mais la question du savoir disparaît. Voilà, donc pour moi, c'est pas une école, hein. C'est un truc, un centre de loisirs, bien, mais c'est pas une école. Donc, je suis pour garder la leçon. On peut l'appeler autrement, hein, évidemment, hein, mais en tout cas, garder cette idée que dans une école, on travaille et on apprend. Et on apprend à travailler. Hein. Encore une fois, c'est toujours aussi avec cette même logique que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les enfants de la bourgeoisie qui peuvent se permettre de ne pas travailler dans les écoles. Parce que de toute façon, ils savent déjà comment on fait, ils l'ont fait depuis qu'ils sont tout petits. Mais les autres, non. Donc, moi, toujours cette logique, vous savez, ma boussole, c'est les enfants qui en ont le plus besoin, en fait. Je pense qu'on ne peut réformer l'école que du point de vue des enfants qui en ont le plus besoin. Et ça aussi, hein, c'est une inversion de paradigme. Donc, ce qui pose problème, bien sûr, c'est l'évaluation là-dedans, parce que ce couple leçon-évaluation, ben, en fait, il donne à la fois une cadence insupportable à une année scolaire et un stress insupportable pour les enfants, pour les adolescents et pour les profs. Parce que qui dit leçon-évaluation, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Bientôt, les profs seront payés au mérite en fonction du résultat de leurs évaluations. Donc, le stress, il est aussi valable pour les profs. Hein. Donc, le couple, effectivement, est toxique. Le couple leçon-évaluation, en tout cas tel qu'il est conçu aujourd'hui, est toxique. Maintenant, il ne faut pas non plus capituler sur les évaluations. Mais les évaluations, ce n'est pas forcément j'évalue, je fais une évaluation nationale, je compare, je fais des statistiques, enfin, le truc tout de suite complètement grandiloquent, là. Ces évaluations, c'est aussi tout simplement je regarde ce que j'ai fait, là je me suis trompée, là je ne me suis pas trompée, là je me suis à nouveau trompée, toc toc. Ça peut être des choses aussi tout à fait. On est sans arrêt en train de s'évaluer, nous. Là ça a été, là ça n'a pas été, là franchement c'est pas génial ce que j'ai fait. Donc il faut aussi d'une certaine manière en revenir à une forme de banalité de l'évaluation. C'est-à-dire une évaluation d'abord qui ne soit pas forcément chiffrée, hein, qui ne donne pas lieu à une note, mais surtout qui ne donne pas lieu à un classement, qui donne tout simplement un prétexte à savoir où on doit mettre le paquet la fois d'après. Quoi. Voilà. Mais donc, comment en sortir ben, ça, évidemment, c'est en ne votant pas pour Emmanuel Macron. et,
Et la scolarisation obligatoire à 3 ans, moi, j'en pense du bien. Parce que je suis très... c'est mon côté très républicain, en fait. J'aime cette idée que l'État a son rôle à assumer dans l'éducation des enfants. J'aime l'idée de l'État éducateur. En fait, c'est une idée révolutionnaire, vraiment, qui est née à la Révolution française. Et j'aime cette idée, j'adore relire les débats à ce moment-là des révolutionnaires, et je trouve que la façon dont ils le justifient pour dire qu'en fait, ils ont une dette vis-à-vis des enfants. Ils ont une dette et que leur dette, en fait, c'est justement de les éduquer et de leur donner l'accès au savoir, l'accès à la science, l'accès à la rationalité, pour justement l'accès aussi à la conscience politique, pour justement perpétuer la Révolution, la République, etc. J'aime cette idée, elle me séduit beaucoup. Parce que l'État, ce n'est pas un truc qui est extérieur à nous. L'État, c'est nous qui le fabriquons, c'est nos impôts, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime cette idée, parce qu'au fond, c'est l'idée de l'intérêt général. C'est l'idée qui me fait dire que moi, je suis responsable, en fait, des enfants des autres. C'est ça. Ce n'est pas un truc qui est en dehors de moi. Mais de la même manière que je cotise pour que les gens malades puissent se soigner gratuitement, ben moi, en fait, ça me plaît l'idée que je paye des impôts pour que les enfants des milieux populaires puissent avoir accès à une éducation de qualité. C'est ça l'État éducateur. Donc, plus on commence tôt et plus on finit tard, à 18 ans, et plus ça va. Donc, je suis pour. Maintenant, pourquoi c'est une mauvaise idée? À l'époque, j'avais écrit un texte quand Blanquer a pris cette décision-là, j'avais écrit couler l'école publique avec de bonnes idées. Parce que dans l'État actuel, qui est un État qui favorise l'école privée, en fait, décréter la scolarisation obligatoire à 3 ans, c'est faire un cadeau à qui? C'est faire un cadeau aux écoles privées. Parce que de toute façon, les infrastructures d'école publique ne sont pas prêtes à accueillir tous les enfants de 3 ans. Et déjà en métropole, mais encore plus en Outre-mer, où on a 25% des enfants de 3 ans qui n'étaient pas scolarisés. Or, il y a une loi, qui est la loi Carle, qui oblige les communes à financer les écoles privées lorsqu'il n'y a pas d'école publique. Donc, à qui profite le crime? Aux écoles privées. Donc, en l'état de dysfonctionnement d'école publique, c'est une mauvaise décision puisque c'est un cadeau fait au privé. Mais dans l'absolu, lorsqu'on sera dans notre monde idéal avec notre école publique ultra désirable, oui, il faut qu'elle commence à 3 ans, voire même à 2. Alors, il n'y a pas que des questions, mais aussi des remarques. D'abord, pour vous remercier, parce que ça fait du bien d'entendre parler de l'école positivement. Depuis 5 ans, c'est pas facile. Et en vrai, depuis 10 ans, parce que sous le mandat de Hollande, c'était quand même pas facile non plus. Moi, je me souviens de la réforme Payon des rythmes scolaires, qui pour moi avait beaucoup remis en cause un cadre qui compte beaucoup pour moi, qui est celui de la République, et celui du cadre national d'égalité de traitement dans la scolarisation. Encore une fois, alors aujourd'hui de 3 ans, mais de 6 ans, enfin de l'élémentaire jusqu'à l'université, le cadre national a pour moi toujours été un thermomètre. Moi qui ai fini une partie des études secondaires en Seine-Saint-Denis, j'avais face à moi des élèves, avec moi, des élèves qui disaient, mais nous, de toute façon, on aura un bac 93, donc c'est foutu pour nous. Et je me battais en disant, non, vous ne pouvez pas dire ça, le cadre national du bac, il existe quand même. Et en fait, non. Je me suis rendu compte un peu plus tard et j'y reviendrai. Donc la question du cadre national, elle a toujours posé question chez moi parce que la garantie d'avoir une référence unique ne veut pas dire une pédagogie unique. Mais c'est toujours sur ce truc-là que jouent un peu notamment les libéraux qui viennent nous faire la leçon en me disant mais vous ne laissez pas la place à l'innovation, mais vous voulez formater tout le monde pareil, etc., etc. Moi, je fais bien la distinction, mais c'est vrai que parfois, il faut aussi remettre un peu de fond là-dessus parce que c'est pas toujours évident. Je suis pour le cadre national des diplômes et en même temps, ça ne me dérange pas que l'enseignante de CE2, de temps en temps, elle sorte un peu du cadre. Ma fille l'année dernière, elle avait sa prof qui adorait faire cours hors réunion. Bon, elle a emmené la moitié de l'année, dès que c'était possible, parce qu'on était beaucoup confinés, et dès que c'était possible, elle emmenait les gosses faire école dehors.
Bon, j'ai trouvé ça super. Et j'ai trouvé ça super pour la môme, j'ai trouvé ça super pour la classe, pour le collectif. Enfin voilà, ça répond pas au cadre national, mais c'est pas dérangeant non plus. Voilà. Donc la question du cadre national, pour moi, elle est assez cruciale. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on se positionne là-dessus pour venir répondre un peu je ne vais même pas les appeler les libéraux, aux archaïques qui pensent que quand on parle de cadre national, en fait, on veut revenir à des machins qui n'existent plus. La deuxième question que remarque, elle est sur la concurrence. On parle de concurrence entre le privé et le public, c'est vrai, elle existe. Moi, c'est moi qui ai dit nationalisé, hein, parce que bon, mais en fait, c'est parce que je pense que les écoles privées, elles ont leur rôle à jouer dans le maillage de l'accès à l'éducation en général. Donc, elles ne sont pas de trop dans la manière dont le territoire est maillé. Donc, je ne veux pas les supprimer. C'est pour ça que je parle de nationalité, parce qu'en fait, je pense qu'elles ont quand même une place dans un grand nombre de territoires. Alors, je pense à la Bretagne en particulier. Mais on peut aller en Alsace aussi, où il y a un statut particulier. Enfin, donc, je suis pas pour les supprimer du maillage de l'éducation, mais je suis pour les cadrer, quoi, et supprimer la religion. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais on parle de concurrence entre le public et le privé, on parle de concurrence entre les établissements scolaires entre eux, même à l'intérieur du public. On voit les publications des établissements, les notations, les machins, trucs. Voilà. Mais on ne parle pas beaucoup souvent de la concurrence qui est vraiment instituée, je trouve, entre les élèves. Dans tout ce parcours-là, moi je le vois hein, chez mes mômes, la plus grande elle est en 6e. Franchement, ça commence vraiment à se ressentir. Et il y a une espèce de concurrence. Alors, il y a une concurrence effectivement sur le capital culturel initial, qui est réel, mais sur lequel moi je ne peux pas beaucoup jouer. Mais il y a aussi une concurrence sur plein d'autres choses au quotidien et que je trouve dans la manière dont l'enseignement aussi aujourd'hui est apporté, que ça l'accentue. Et moi, je n'ai pas envie d'élever mes gosses dans la concurrence permanente, ça ne m'intéresse pas. Et c'est mon dernier point. Donc sur la concurrence, comment on règle aussi, comment pédagogiquement on arrive à pas rentrer trop là-dedans pour les élèves et la manière dont je pense qu'il faut qu'ils soient formés. Et ça en vient avec mon dernier point qui est sur la question d'apprendre à apprendre. Moi, j'ai toujours été à l'école en me disant j'apprends pas un métier, j'apprends des trucs qui me serviront toute ma vie. Alors, il y a des trucs qui me serviront probablement pas. C'est vrai, on fait des heures de trucs ça peut-être pas. Mais ça me dérange pas parce qu'en fait, je sais que le reste, il y a des choses qui me serviront toute ma vie. Et c'est aussi comme ça que je conçois la pédagogie, c'est d'apprendre en permanence à apprendre. Et c'est pour ça que je suis contente qu'on fasse l'école du progrès. Parce qu'en fait, j'ai 45 ans aujourd'hui et je suis contente de continuer d'apprendre à apprendre. Et je suis contente de transmettre à mes enfants un certain nombre de notions de cet acabit-là. Et aujourd'hui, l'école, elle apprend plus à apprendre. En tout cas, c'est pas ce qui ressort. Et c'est une vraie angoisse pour moi. Parce qu'en fait, le seul objet aujourd'hui qui est donné aux élèves, alors, un peu plus grand, plutôt en fin de collège, au lycée, et surtout dans l'enseignement supérieur, même dans les voies générales, c'est d'apprendre un métier. C'est d'apprendre à gagner du fric ou à avoir une bonne situation ou en tout cas à s'en sortir. Et c'est là aussi que la gauche, elle a encore perdu beaucoup sur le fond. De ne plus laisser le temps aux élèves non seulement d'apprendre à apprendre, d'avoir le droit à l'échec aussi. Moi, j'ai beaucoup échoué quand j'étais à l'école. Honnêtement, c'est brutal. On te dégage tout de suite. Même quand tu es issu d'une classe sociale un peu supérieure, l'échec est une voie de sortie immédiate. Il n'y a pas le droit à l'échec. Donc tout ça aussi, c'est comment on fait en sorte, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'éducation, et c'est pour ça que le mot éducation est pour moi essentiel, on n'est pas dans la formation, on vient dans l'éducation. Comment l'éducation, elle permet à tous les élèves de continuer à prendre plaisir d'apprendre à apprendre. Des questions, remarques. Alors, moi j'avais une question. Donc, moi je suis professeur d'histoire-géographie, professeur stagiaire depuis cette année, en 95, et je me reconnais un petit peu dans le travail que vous avez fait sur la formation, etc., etc. Moi, très vite, je me suis rendu compte,
cette année que les élèves avaient des besoins finalement qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que moi j'avais appris. Par contre, faire l'épistémologie de la géographie, etc., ça, je ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Et intérieurement, je me suis posé une question. Finalement, en discutant un petit peu autour de moi, c'est beaucoup de personnes qui viennent d'avoir le concours se retrouvent dans des académies où il y a des besoins qui sont particuliers. Et justement, j'aimerais avoir votre avis sur la question en disant comment on peut finalement imaginer cette répartition des professeurs en fait, dans les différentes académies par rapport aux besoins des élèves. Parce que finalement, voilà, quand on y réfléchit, on se pose la question de ben oui, mais qui va vouloir y aller Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de primes, des concessions financières, etc. Mais voilà, est-ce que ça ne suppose pas une formation qui serait plus importante? Parce que moi, c'est la question que je me pose pour la vie. Voilà. Une dernière, Martine. Selon vous, quelle serait la place, dans votre école idéale, la place des parents? Et que pensez-vous du comportement des parents actuellement dans l'école? Vaste sujet. Ouais. C'est que des vastes sujets. Hein. Alors, sur vos remarques, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis aussi très attachée au cadre national parce que je le vois comme, comment dire, presque une enveloppe de protection. C'est-à-dire que on est aujourd'hui voilà, dans une situation où déjà le caractère commun de l'école est déjà tellement mis en péril par tout ce que vous avez d'ailleurs décrit sur les concurrences, que finalement c'est un petit peu cette espèce d'enveloppe protectrice qui nous reste, cette idée du cadre national. Le jour où on sera dans mon école idéale, je ne suis pas certaine qu'on en aura encore autant besoin. Parce que je pense en effet que si on a des profs ultra bien formés dans une école publique qui fait son travail, on peut imaginer d'autres échelles. Et on peut même imaginer des savoirs différents en fait, selon les lieux. Parce que ce qui comptera, c'est pas tellement la question du savoir, c'est la question du mécanisme d'apprentissage d'un savoir. Donc, mais ça, c'est dans un monde idéal. Mais on n'y est pas. Et donc, je trouve qu'il y a effectivement pour l'instant une dimension protectrice au cadre national qu'il faut garder et qui est, vous avez raison, complètement fissurée par la néolibéralisation. Et tout ce qu'on disait aussi sur le caractère, sur l'autonomie des établissements, qui au départ est une belle idée. Hein. Au départ, c'est une idée autogestionnaire, hein, l'autonomie des établissements. C'est l'idée, voilà, on prend la main, quoi. Hein. Les équipes prennent la main et s'adaptent justement aux réalités locales, etc. Bon, mais l'autonomie dans la vision néolibérale, c'est pas ça. C'est le chef prend la main et caporalise les équipes pour que le rendement soit maximum et que l'entrée dans le champ concurrentiel lui soit favorable. Donc évidemment, ce n'est pas du tout la même logique. Donc on voit bien que là, justement, le cadre national, le cadre étatique, voire même le cadre jacobin, fait protection en fait contre ce type de danger. Sur la question de la concurrence entre les élèves, je suis d'accord aussi. Il faut bien dire une chose, il faut appeler un chat un chat. L'école, le fonctionnement de l'école, à l'intérieur de l'école, il se passe aussi ce qui se passe dans la société. On ne peut pas imaginer une école dans laquelle tout à coup on passe le portique et puis ça y est, c'est le monde de la coopération, tout va bien, c'est fini les violences, on aimerait bien que ce soit comme ça, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, ce que vous décrivez du comportement des gamins, du comportement des enseignants aussi, les enseignants aussi sont des membres de la société, on a un peu tendance à l'oublier parfois, mais il y a même des enseignants qui votent Macron, hein. Ça existe, hein, et donc qui croient aussi à ce modèle néolibéral, ça existe, il faut qu'on balaye un peu devant notre porte des fois. Mais voilà, donc là, évidemment, c'est la difficulté. Hein. La difficulté, c'est d'essayer d'expérimenter dans l'école un modèle alternatif à ce qui existe dans la société. Pour ça, il faut en avoir le désir, mais il faut aussi en avoir
les capacités, les outils. Les pédagogies coopératives, par exemple, sont des pédagogies qui sapent toute idée de concurrence. Et c'est pour ça qu'il faut militer aussi pour ces pédagogies coopératives sans capituler sur l'exigence de savoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sans que le dispositif l'emporte sur le fond, mais pour que véritablement tout soit pensé de manière partagée, égalitaire, rotative, hein, la rotation des responsabilités, etc. La seule valeur opposable à la concurrence, c'est la coopération. Coopération, solidarité, etc. Donc évidemment, tout doit être travaillé dans ce sens-là. Sur le droit à l'échec, je suis bien sûr d'accord, hein, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure et ce qu'on voit aussi par exemple à Parcoursup. C'est-à-dire que un môme n'a pas le droit de se planter dans son orientation. Je veux dire, c'est un truc dingue de dire à un gamin de 17 ans, c'est maintenant ou jamais. C'est fou, c'est aussi violent que... Enfin, c'est une violence, en fait, c'est une maltraitance. Pour moi, c'est une maltraitance. Donc oui, c'est vrai, l'école publique, l'école privée aussi d'ailleurs, hein, mais maltraite les jeunes et la question de l'échec est un impensé. C'est un impensé. Donc on préfère se débarrasser de celui qui a échoué plutôt que, en effet, travailler à le ou la remettre sur le chemin, parce que c'est ça l'idée, en fait. Un échec, c'est à un moment donné un dérapage, quoi. C'est qu'on s'est trompé de chemin. Puis il y a plein de raisons à l'échec. Je veux dire, si vous avez une longue maladie, par exemple, vous voyez tout ce dont on ne parle pas. Il y a des gamins qui ont perdu leurs grands-parents, leurs parents du Covid, par exemple. Ils sont confrontés à la mort tout le temps. Maintenant, il y a une guerre qui arrive en plus là-dessus. Je veux dire, il y a des gamins qui sont ultra perturbés psychologiquement. Là, on est une génération de gamins qui vont très, très mal. Donc, ces gamins-là, ils vont accumuler des difficultés scolaires. Comme il n'y a plus quasiment très peu de psychologues scolaires, d'assistantes sociales, etc., ça va être une catastrophe. Donc, il y a plein de raisons à l'échec. Et en particulier, ce n'est pas simplement une question de compétence, c'est qu'à un moment donné, les gamins, ils ne vont pas bien. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on sort du chemin. Effectivement, l'école n'est pas très au vif là, pour remettre les gamins dans le chemin. Non pas dans le droit chemin, mais sur un chemin. Voilà, c'est rester avec eux. Les garder, en fait, les garder. C'est ça l'idée, c'est les garder avec soi. Donc, je suis d'accord. Comment on fait voilà, on travaille l'opinion, on travaille les enseignants, on travaille, on fait de la bataille culturelle, quoi, pour que ces choses-là, en fait, entrent dans les représentations des gens comme des allants de soi. C'est-à-dire que on laisse pas partir des enfants. Voilà, on fait tout pour les rattraper. C'est beaucoup fait, parce que on n'a pas d'idée, on ne mesure pas aussi, moi je l'ai vu pendant le confinement, franchement, le nombre de profs qui ont pris sur eux pour se déplacer, vraiment aller dans les familles, aller apporter des documents, se sont inquiétés, ont fait des insomnies parce qu'ils n'avaient pas de réponse de certains enfants. Je veux dire, ça existe aussi ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est le micro, les profs ils s'en vendent pas. Mais la continuité pédagogique, c'est ça, en fait. C'est milliers d'acteurs et d'actrices de l'éducation nationale qui n'ont pas fait parler d'eux, mais qui ont fait tenir la machine, quoi. Donc, on l'a quand même en nous, ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être amélioré. La question de l'affectation des jeunes enseignants, c'est une question majeure, évidemment. C'est-à-dire qu'on se retrouve là dans une situation, mais qui existe depuis quasiment toujours, où ce sont les moins expérimentés qui sont mis dans les établissements les plus difficiles. Alors, pendant un temps, les profs étaient quand même mieux formés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Si je prends moi ma génération, par exemple, mon premier poste, il est à Nanterre. J'arrive dans un collège qui est le collège le plus relégué de Nanterre. Je suis la seule prof d'histoire-géographie titulaire du collège. Tous les autres sont des contractuels. Le collège est à la dérive. C'est pour ça que je connais plutôt. C'est Évariste Galois. Donc, je ne sais pas si voilà. Donc, le collège est à la dérive.
Je croise des mômes dans la cour qui me disent vous n'allez pas tenir, vous allez rester, je suis jeune, hein, je sais pas, j'ai 23, 25 ans peut-être, vous n'allez pas tenir, vous allez, de toute façon, on fait partir tous les profs. Donc je me retrouve, en plus moi je viens de ma province, je me retrouve, ok, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà. Et en fait, je suis restée 16 ans à Nanterre. 8 ans dans mon ancien collège, 8 ans, au lycée. Et c'est pas romantique, je dis pas, je le dis vraiment sincèrement, c'est là que j'ai appris le métier. J'ai vraiment appris le métier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'avais eu quand même une formation, elle n'était pas géniale, on se plaint toujours de la formation, hein, c'est normal, il faut se plaindre de notre formation. On se fait une culture de la protestation très vite dans le monde enseignant. Donc, on a le droit de se plaindre de la formation, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Enfin, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, je peux dire, moi, j'ai eu une sacrée bonne formation, quoi. Mais il me manquait quand même des choses. Et en fait, donc j'arrive à Nanterre, et qu'est-ce que je fais? J'achète 2 bouquins, après avoir dit je vais démissionner, je ne vais pas m'en sortir, c'est horrible, je suis bordélisée partout, je ne sais pas comment faire avec les gamins. Après avoir été complètement dépassée, hein, je me dis, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté un livre qui s'appelle Cœur de banlieue de David Lepoutre. Alors maintenant, ça date un peu, hein, qui est en fait la thèse d'un professeur de SES qui était dans le même cas que moi, c'est-à-dire qui avait été affecté à la Courneuve, mais lui, il avait décidé d'en faire sa thèse. Et le livre d'Abdelmalek Sayad sur Nanterre, terre de bidonville. Autrement dit, j'achète Sociologie de l'éducation et des adolescents, Sociologie de l'immigration. Et je lis ça. Et en fait, je commence à rentrer dans la connaissance de qui sont ces enfants. Qui sont ces enfants, quelles sont leurs familles, etc., etc. Et donc, je m'auto-forme comme ça. Bon. Mais c'est pour ça que j'ai du mal aujourd'hui à dire que il faut en finir avec ce système d'affectation des profs, même débutants, dans les établissements difficiles. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que vous ne soyez pas bien formés pour ça. Mais de même, d'ailleurs, le fait que je sais que c'est des griefs importants de dire je suis affectée loin de chez moi, quand je vais pouvoir retourner dans mon académie, etc., je comprends ça. Mais c'est aussi la logique du fonctionnariat, c'est aussi la logique du service public, c'est aussi la logique d'à un moment donné, je voyage justement dans le cadre national, parce qu'en fait, le territoire du fonctionnaire, c'est le cadre national. Et j'aime cette idée parce qu'on est en train de perdre les services publics là. Donc il faut pas se scier la branche sur laquelle on est assis. Il faut admettre que oui, c'est vrai, comment dire, le dû du contrat, c'est aussi ça, c'est aussi le fait que je suis parfois expatriée loin de chez moi, je découvre d'autres mondes, etc. Ça fait partie presque du deal, quoi, du deal de se mettre au service du public. Donc, cette idée ne me choque pas. Mais en revanche, ce qui me choque, c'est que les profs soient de moins en moins formés et donc que les gens qu'on met devant ce type d'élèves n'ont pas… Surtout, vous n'avez pas le temps de faire ce que j'ai fait. Moi, j'avais le temps. Vous avez un concours à passer, un M2 à soutenir. Moi, j'avais du temps, mine de rien. J'avais des cours à préparer, c'est vrai, mais j'avais quand même le temps de m'auto-former à côté. Mais ça, on vous le supprime aussi. Donc, voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir, c'est réclamer des formations. Et c'est pour ça que dans les quartiers populaires, il y a des profs qui craquent, on met des contractuels. Et alors, c'est pire que tout. L'autre fois, j'entendais à la Toussaint, des gamins de 3 ans, ils en étaient à leur 4e prof. Bienvenue dans l'école publique, hein. Franchement, gamins de 3 ans à la Toussaint, parce que c'était que des contractuels. C'est la honte. C'est la honte absolue. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que vous êtes en train de vous former et ça va bien se passer. Sur les parents, c'est compliqué en fait cette affaire parce qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire que, bien sûr, je vois très bien d'où vient votre question. Il y a des parents qui sont de plus en plus intrusifs dans les établissements et que tout ça est favorisé en plus par l'existence d'outils numériques qui permettent ça, qui permettent le flicage des profs, les pronotes, les machins, les mails, les profs auxquels on écrit le dimanche, etc. Et voilà, comme on est dans une société où maintenant on peut se parler n'importe quand, n'importe où,
Il y a une forme d'oppression des parents sur certains enseignants, dans certains établissements, ça c'est absolument indéniable. Ça va s'aggraver en lycée notamment parce que avec le contrôle continu, là vous allez avoir encore un poids des parents sur la notation des enseignants. Hein. Mais bon, il y a aussi la problématique inverse, c'est qu'il y a encore des établissements dans lesquels on ne voit pas les parents. On n'arrive pas à les faire venir, on ne sait pas comment s'adresser à eux, les réunions parents-prof, ils ne viennent pas. Donc, c'est compliqué cette histoire des parents, quoi. Je pense que c'est un vrai chantier à mettre en place. Il faut travailler la question des alliances, c'est-à-dire évidemment faire une place aux parents dans l'école parce qu'ils ont leur place. Faire une place dans le dispositif général, quoi. Mais en même temps, baliser son propre territoire pour qu'il n'y ait pas d'intrusion. Mais ça, c'est un chantier encore à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on ne va pas vraiment dans ce sens-là pour l'instant. Merci beaucoup pour vos propos qui nous permettent aussi de voir plein de champs des possibles. Donc moi, je suis élue de banlieue, une ville d'un territoire populaire. Et là, je m'aperçois bien que moi, j'ai une petite marotte, c'est la décentralisation. Je pense que c'est important aujourd'hui que les communes s'occupent des écoles. Elles s'occupent du bâti, elles s'occupent des temps extrascolaires, la cantine, avant l'école, après l'école, etc. Et on voit que l'inégalité aussi, elle commence à la naissance, mais elle continue tout au long de la vie éducative. Et cette décentralisation, aujourd'hui, elle produit aussi des inégalités. Parce que d'une commune à une autre, l'investissement, la volonté aussi politique, culturelle, est différente d'une ville à une autre. Le maillage associatif, le maillage culturel, le maillage sportif, les équipements sportifs, culturels, etc., sont différents d'un territoire à un autre. Donc en fait, les inégalités se trouvent là. Donc pour autant, moi je suis attachée aussi au fait que à l'échelle territoriale, on ait un droit de regard ou parce qu'on connaît bien le territoire. Donc, pour simplifier, la facilité serait de dire c'est les communes qui décident, mais c'est l'État qui paye, quoi. Voilà. Et c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, voilà, moi, je siège dans un conseil d'école où ils ont froid pendant l'hiver parce qu'on n'a pas de sous à la ville, parce que c'est compliqué financièrement, donc c'est difficile. Pour autant, l'école est sur un territoire REP, donc les gamins, ils ont plein d'activités, on leur propose de faire plein de choses, il y a des financements annexes pour faire des sorties, pour avoir des intervenants extérieurs, etc. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve à peu près, mais c'est difficile. Et cette complexité-là, elle est difficile aussi pour nous élus à vivre. Moi, je vois que je fais mes conseils d'école, je sais que je vais m'en prendre plein la figure, que par ailleurs, les enseignants et les parents d'élèves qui siègent dans ces conseils d'école-là ne s'adressent pas à l'État, ne s'adressent pas à leur ministère de tutelle, parce que c'est trop éloigné. Et du coup, on tape sur qui? On tape sur la municipalité qui, elle, est présente, qui essaye d'être là au quotidien. Donc voilà, c'est un peu difficile. Donc, cette décentralisation dans un cadre national, comment on pourrait l'améliorer? Comment on pourrait la perfectionner? Ou alors, est-ce qu'il faut totalement arrêter cette décentralisation-là? Parce que je réfléchis aussi aux différents échelons, parce que la commune s'occupe des écoles, les départements s'occupent des collèges, la région s'occupe des lycées. Donc moi, je suis dans une ville populaire de gauche, dans un département fortement à droite, et une région qui a basculé à droite aussi. Donc les philosophies et les liens avec les territoires sont différents, et les objectifs politiques sont différents. Donc c'est difficile aussi pour garder l'objectif de faire le mieux pour l'enfant. Et pour finir sur une image un peu territoriale, au sein même d'une ville, moi je vois dans ma ville, ma fille, sa première école, après elle a fermé pour
ouvrir une autre école, etc. Sa première école, elle était dans un secteur REP. Du coup, elle a fait plein de trucs, c'était super. Dès la première année de maternelle, la 3e semaine de l'année, ils allaient faire une journée à la plage. J'étais là, waouh, c'est quand même fou. Aujourd'hui, elle a changé d'école, mais parce que c'est la carte scolaire qui est comme ça, mais l'école où elle est plus en REP, donc elle fait moins de trucs. Mais d'un autre côté, la sociologie de l'école, je me dis, bah, peut-être qu'elle est mieux ou moins bien, quoi. Mais qu'est-ce qui est bien ou pas bien? Moi, ma fille, j'aimerais que, bah voilà, qu'elle ait tout aussi, quoi. Donc, au sein même d'une ville, il y a des inégalités aussi et des disparités. Et ça, moi, je trouve ça difficile aussi. Difficile pour les gamins qui vont froid dans l'école parce que c'est une vieille école dans un quartier très très populaire et que on a beau mettre des rustines, on n'y arrive pas, mais qui font plein d'activités. Et puis à côté, l'autre école, il y a beaucoup moins d'activités, mais Ils ont chaud. ils ont chaud. Voilà. Non, mais c'est t'as froid. Voilà, il faut choisir. Et c'est difficile. Et du coup, j'ai l'impression que les inégalités, elles se cumulent. Et le travail et le chantier, en tout cas, est très important. Donc, cette organisation territoriale qu'on subit, que les enseignants subissent aussi, voilà, est-ce qu'on pourrait l'améliorer d'une manière ou d'une autre ou un Grenelle, parce qu'on en fait plein, ou je sais pas, mais comment un numéro vert. Non, mais comment on réfléchit autrement peut-être l'organisation territoriale? Oui, alors évidemment, là, ça, c'est une énorme question. Hein. Je n'ai bien sûr pas la réponse. Mais ce qui est soulevé, c'est aussi le côté aberrant, millefeuille, en fait, de la décentralisation. C'est-à-dire que il y a, comment dire, il y a un brouillage complet des attributs. Enfin, à la fois, il y a plutôt une répartition des tâches qui est incohérente du point de vue de la fonction pédagogique d'un établissement. C'est-à-dire que c'est complètement débile de dire le département, il est responsable du bâti et de la cantine, mais par contre, rien de pédagogique. La région, elle est responsable du bâti et du personnel. C'est pas non, bref. C'est qui les Athos? Si, c'est ça, du personnel Athos. Mais pareil, si vous avez si vous avez des besoins dans d'autres secteurs, c'est pas nous, etc. Enfin bon, bref, ça n'a strictement aucun sens et tout ça, à mon avis, est vraiment à repenser. Alors, j'ai pas la réponse pour leur pensée, mais la seule chose, parce que je raisonne en termes de boussole. La première boussole, c'est le caractère, comment dire, absurde des inégalités entre collectivités territoriales. Ça c'est absurde. Donc là, il me semble que l'État a un rôle régulateur à jouer et qu'il ne joue pas. Voilà. Donc déjà, cette fonction de régulation de l'État, elle pourrait être quand même réaffirmée. Ça pourrait être une commande politique. C'est ça qui a fait foirer, par exemple, les rythmes scolaires. Voilà, parce qu'effectivement, certaines communes ont pu offrir des activités incroyables aux gamins et d'autres communes les ont laissés dans la cour à jouer au foot à partir de 15h parce qu'ils n'avaient rien à leur offrir. Donc l'État, là, a son rôle de régulateur à jouer. Enfin, moi, il me semble qu'on pourrait même imaginer, je ne sais pas moi, une contribution, une taxe qui soit uniquement dévolue à ça et qu'il n'y ait pas une telle inégalité entre les collectivités territoriales. Déjà, première chose, quoi. Ça, c'est un truc énorme. Et puis après, oui, j'ai envie de dire, on capitule sur le chauffage nulle part et on capitule sur les activités nulle part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que des gamins aient froid. C'est inacceptable, quelles que soient leurs activités à côté. Et on ne peut pas accepter que des gamins n'aient pas les mêmes activités que d'autres, même s'ils ont chaud. Donc voilà, tout ça me semble en fait
j'ai l'impression, mais je comprends hein, dans quel affre ça peut vous mettre, hein, mais je vois bien aussi comment les acteurs des services publics aussi ont intériorisé le fait qu'ils ne pouvaient pas tout avoir. Donc, on allait à un moment donné faire une concession sur tel aspect pour pouvoir avoir tel truc, faire une concession sur tel autre, etc. Et s'en sortir le moins mal possible. Mais non, enfin, en réalité, non. Je veux dire, on n'apprend pas dans des bonnes conditions quand on a froid. Ça, ce n'est pas vrai. Et on n'enseigne pas dans des bonnes conditions quand on a froid. Et il faut penser aux gamins qui, parfois, l'école, c'est le seul endroit où il y a du chauffage. Donc, je veux dire, en plus, ils arrivent, ils ont froid. Donc, non, enfin, ça n'est pas acceptable, quoi. Je pense qu'on peut aussi raisonner en termes de droits de l'enfant. Enfin, il faut raisonner même en termes de droits de l'enfant. Moi, j'estime que quand un établissement n'a pas de chauffage, eh bien, c'est une entrave aux droits de l'enfant. Et donc, ça n'est pas acceptable. Et donc, voilà. Mais bon, après, sur le reste, voilà, comment repenser le feuilletage, tout ça, évidemment, c'est un autre chantier de longue haleine sur lequel j'ai pas forcément de réponse. Dans mon école idéale, ce que je disais tout à l'heure, le cadre national serait moins prégnant parce que, en fait, il y aurait presque un rapport, uniforme à l'intérêt général dans le pays. Donc, on n'aurait pas besoin d'avoir justement cette régulation. Et ça voudrait dire qu'on pourrait aussi très bien s'organiser à des échelles locales par aussi, ne serait-ce que, je sais pas moi, des échanges de services, voilà, mais parce que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Mais là, évidemment, c'est pas possible. C'est-à-dire que les collectivités elles-mêmes sont mises en concurrence. Tous les étages, on est mis en concurrence. Et là, les écoles sont mises en concurrence dans ce que vous décrivez. Donc, ça nécessite l'urgence de réaffirmer des principes, voilà, des principes d'uniformisation et des principes de droit. Uniformisation du droit à l'éducation et du droit des enfants. Vraiment, c'est ça que je mettrais comme principe pour avancer, quoi. Je sais pas si c'est très utile. Alors, ma première question, c'est que pensez-vous de l'école Montessori? J'en ai entendu un peu parler. Bon, je suis pas du tout spécialiste de l'éducation, mais c'est pour savoir est-ce que le dispositif prime sur le savoir avec cette méthode-là, ou qu'est-ce que vous en pensez globalement? Et si je peux me permettre juste une dernière question, là aussi c'est par curiosité. J'entends beaucoup parler de classement de PISA par certains politiques, etc. Et c'était juste pour savoir quels sont les critères, quels sont les critères qui de se classer ces établissements par pays, je crois. Et est-ce que ça vous semble juste, est-ce que ce classement est pertinent? Je l'entends un peu partout, mais je ne sais pas du tout si c'est pertinent ou pas. Et alors, moi, merci, hein, c'était super. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vais en poser une. C'était plus sur, dans votre école idéale, dans l'école où on aimerait voir pour les générations futures, comment vous voyez, est-ce qu'il y aura encore un système de notes? Et à quoi est-ce que ça et à quoi ça sert vraiment un système de notes? Est-ce que ça sert ou est-ce que ça ne sert pas? Alors, Montessori, il faut distinguer les écoles Montessori et la pédagogie Montessori. Montessori, c'est une médecin italienne, fin du 19e, début du 20e siècle, qui s'occupait des enfants et qui a mis au point une méthode d'apprentissage pour les enfants qu'on appelait à l'époque les enfants attardés, c'est-à-dire les enfants qui avaient des troubles d'apprentissage. Et dans sa méthode, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes.
aussi bien pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, tout un système de toucher. C'est avec des objets. Donc en fait, c'est une pédagogie qui passe par des objets, par le toucher, etc., par l'adaptation des objets à l'univers de l'enfant, toute une réflexion sur la mise en autonomie des enfants, etc. C'est très intéressant. Il n'y a pas de problème et il faut regarder ce qu'elle a fait. Il faut s'en inspirer. Il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Maintenant, c'est une pédagogie c'est vraiment une pédagogie d'accompagnement individuel. Donc, c'est une pédagogie qui est très individualisante et du coup, elle est récupérée de plus en plus par une vision très libérale de l'école qui consiste à accompagner chaque individu vers justement la libre entreprise de soi, l'épanouissement individuel, etc. Et donc qui va à l'encontre de ce que je défendais tout à l'heure sur l'idéal collectif, la coopération, etc. Donc c'est pour ça que la récupération de Montessori, il faut à mon avis être vigilant par rapport à ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une école Montessori est nécessairement une école privée, nécessairement aussi une école privée hors contrat, puisqu'elle se détache en fait des attendus de programme de l'éducation nationale. Et ça, pour moi, c'est la frontière. Voilà, donc voilà ce que j'en pense. Et c'est de plus en plus des lieux de gentrification, c'est-à-dire que c'est des écoles qui naissent dans des quartiers pour permettre l'évitement des écoles publiques aux familles de la bourgeoisie qui viennent s'installer dans les quartiers populaires. Donc, faut être prudent. Mais la pédagogie elle-même et la pédagogue Montessori, Maria Montessori, il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qu'elle a défendu. Il y en a d'autres moins. C'était quelqu'un d'assez réactionnaire, assez conservatrice. Elle a un peu collaboré avec le fascisme de Mussolini, donc bon. Mais c'était une thérapeute et il y a des choses intéressantes dans les apprentissages en fait qu'elle a vraiment théorisé. PISA, le classement PISA est fait en fonction, alors c'est compliqué, c'est en fonction d'évaluations qui vont regarder des compétences essentiellement en lecture, écriture, mathématiques, calcul, en mathématiques je ne sais pas trop quoi, et à différents âges. Donc, est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est toujours des indicateurs qui sont intéressants parce que quand on travaille sur les inégalités scolaires, ça permet quand même de voir un petit peu ce qui se passe, voilà, s'il y a eu des progressions, s'il y a eu des non-progressions. Ce qui n'est pas pertinent, c'est d'utiliser ça comme un outil de management. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui comme un outil de réforme, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est le pilotage par PISA, quoi. Comme on disait tout à l'heure, l'évaluation pilote la leçon, là c'est PISA qui pilote la réforme, quoi. Donc ça, non. Et moi, je serais assez pour l'abolition des notes. Et d'ailleurs, de toute forme parce qu'une note, ça peut être un chiffre, mais un smiley qui fait la tête ou qui rigole, c'est aussi violent qu'un chiffre pour un petit. Donc, en fait, de tout symbole qui permet de classer. Voilà. Parce qu'effectivement, la note participe de la logique du classement et donc de la concurrence. Et donc, voilà. Donc, oui, moi, je pense que dans mon école idéale, on n'aurait pas besoin de ça.